Élisabeth était autrefois la fiancée du prince héritier, une femme qui sacrifia l'intégralité de sa jeunesse pour gérer les affaires de l'État à la place de l'homme incompétent qu'elle était censée épouser. Pourtant, à cause des accusations portées par une autre femme, ses fiançailles furent annulées, elle fut jetée en prison, et aussi bien son propre père que le royaume qu'elle avait servi l'abandonnèrent. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait, c'est qu'Élisabeth possédait Belzébuth, un grimoire divin capable de copier la magie d'autrui. Après s'être échappée de sa patrie, elle décida d'utiliser la même intelligence et la même puissance qui avait jadis apporté la prospérité au royaume pour faire payer chaque personne qui l'avait trahi. La tragédie qui transforma la plus grande protectrice d'Aldoria en son ennemi commença lors de ce banquet royal. Dans la grande salle brillamment illuminée du palais d'Aldoria, le prince héritier Fried convoque soudainement Élisabeth devant les nobles assemblées. Tenant Sylvia Lockit près de lui, il déclare que sa fiancée a commis de nombreux crimes. Selon Fried, Élisabeth a abusé de sa position pour tourmenter Sylvia et l'a même poussée dans un escalier le mois précédent. Cependant, il ne fournit aucune preuve du début à la fin, et Sylvia elle-même ne confirme jamais directement l'accusation. Malgré cela, le verdict a clairement été décidé à l'avance. Fried met publiquement fin à ses fiançailles avec Élisabeth, annonce que Sylvia la remplacera, et ordonne l'emprisonnement d'Élisabeth, ignorant totalement le fait qu'elle est la fille du chancelier Siègleston. Pour comprendre pourquoi cet incident pousse Élisabeth au désespoir, l'histoire revient aux années précédant le banquet. Elle fut promise à Fried dès l'enfance et formée pour devenir la future reine. Élisabeth étudia l'étiquette, la politique, l'économie, l'équitation et l'escrime. Une fois entrée au palais en tant que fiancée du prince héritier, son bureau se retrouvait enseveli sous les documents officiels chaque nuit. Sa servante Mireille lui apporte du thé et s'inquiète que sa maîtresse s'effondre d'épuisement, mais Élisabeth doit finir d'examiner les factures et d'innombrables rapports avant l'aube. Ses responsabilités auraient dû revenir à Fried, qui est en train de s'amuser à une autre soirée. Mireille est furieuse que tout le fardeau ait été placé sur les épaules d'Élisabeth. Élisabeth répond calmement que laisser Fried gérer les documents lui-même ne ferait que transformer le gouvernement en chaos. Elle ne travaille pas pour gagner son affection. Elle continue parce que chaque décision prise au sein du palais affecte la vie des gens ordinaires. En dehors de la cour royale, Élisabeth a personnellement créé et géré la compagnie commerciale Fenel. Elle a reversé tous ses profits à des œuvres caritatives et les a utilisés pour soutenir les pauvres. En revenant au palais avec Mireille, Élisabeth surprend des citoyens parlant d'elle. Ils la décrivent comme l'une des rares nobles disposées à défendre les gens du peuple en justice et croient que l'écart entre riches et pauvres serait bien pire sans elle. Aucun d'entre eux ne remarque que la femme qu'ils louent se tient tout près, laissant Élisabeth embarrassée alors qu'elle tente de cacher son visage. Leur gratitude renforce sa conviction que tous ces sacrifices ont un sens, et elle se promet de continuer à œuvrer pour la prospérité du royaume. Lorsqu'elle retourne à son bureau, cependant, Fried l'attend et exige qu'elle arrange une audience pour le président de la compagnie commerciale Giaco. Élisabeth refuse car Giaco a pris une part déraisonnable des profits gagnés par les petits commerces sous son contrôle. Elle n'a pas l'intention de fermer l'entreprise, mais elle veut que la famille royale émette un avertissement officiel et suspende temporairement l'accès de Giaco à la cour jusqu'à ce que ses pratiques s'améliorent. Fried se moque que les petites entreprises soient exploitées. Il se soucie uniquement du fait que sa réputation pourrait souffrir parce qu'il soutient publiquement Giaco. Il exige de savoir pourquoi Élisabeth ne peut pas simplement obéir à son futur mari. Bien que sa patience soit presque épuisée, Élisabeth lui rappelle que même un petit scandale peut endommager la crédibilité de la famille royale, et que lorsqu'un pays traverse des difficultés, les citoyens ordinaires souffrent toujours en premier. Après le départ de Fried, elle demande à Roberto de le surveiller de près et d'empêcher des personnes dangereuses de le manipuler. Même après avoir été insultée, Élisabeth continue de protéger l'homme qu'elle est censée épouser. Peu de temps après, Élisabeth reçoit enfin un rare jour de repos loin du travail. La calèche est préparée, et Mireille porte déjà un panier pour leur sortie. Leurs projets disparaissent presque immédiatement lorsque le père d'Élisabeth arrive. Sieg explique qu'un sommet d'urgence entre plusieurs royaumes est convoqué à cause d'une nouvelle menace de monstres. Le roi doit partir le lendemain matin, et Sieg doit l'accompagner en tant que chancelier. Pendant ce temps, la célébration de la Fondation nationale d'Aldoria aura lieu la semaine suivante. Des invités étrangers sont déjà en route vers la capitale, donc l'événement ne peut être reporté. Le roi confie donc à Élisabeth l'entière responsabilité de l'organisation du banquet royal. Son jour de repos tant attendu est annulé avant même d'avoir commencé. Élisabeth regarde les vêtements qu'elle avait enfilés et le panier dans les mains de Mireille, puis accepte une fois de plus une tâche dans laquelle elle n'a pas le droit de commettre la moindre erreur. Les dirigeants d'Aldoria sont devenus si dépendants de sa compétence que le royaume peut à peine fonctionner sans elle. Pendant les préparatifs du banquet, Élisabeth se tient près d'une fenêtre avec Mireille et aperçoit Fried enlaçant intimement Sylvia dans la cour. Sylvia est la fille adoptive de la maison Lockit. Sa manière directe et son refus de se montrer intimidée en présence des nobles en ont rapidement fait le centre de l'attention, attirant finalement le prince héritier lui-même. Mireille ne comprend pas pourquoi Élisabeth reste calme, mais Élisabeth n'est pas jalouse.
Elle s'est toujours attendue à ce que Fried prenne d'autres partenaires et considère l'acceptation de cette possibilité comme faisant partie de son devoir en tant que future reine. Lorsqu'elle convoque plus tard Sylvia pour une conversation, Elisabeth remarque un bleu sur la jambe droite de la jeune femme. Sylvia prétend qu'elle s'est probablement blessée accidentellement. Elisabeth ne la menace pas et ne lui ordonne pas d'éviter Fried. Elle demande simplement à Sylvia de limiter les interactions trop familières avec des personnes extérieures, car les rumeurs entourant son comportement pourraient nuire tant au prince héritier qu'à la réputation du pays. Sylvia baisse poliment la tête et accepte. Mais dès qu'elle quitte la pièce, elle se met à pleurer dans le couloir. Fried arrive à ce moment précis. Sylvia prétend immédiatement que sa jambe lui fait mal et le laisse la soutenir. Quand le prince héritier demande ce qui s'est passé, elle répond seulement que tout est de sa faute. Fried remarque le bleu et demande ce qu'Elisabeth lui a fait. Sylvia n'accuse jamais directement Elisabeth. Elle évite simplement de répondre et le supplie de ne pas parler ainsi. Son silence permet à Fried de créer l'accusation lui-même, tandis que le faible sourire qu'elle affiche dans ses bras suggère qu'elle comprend parfaitement la conclusion vers laquelle elle l'a guidée. Rien de ce qui est montré pendant l'incident ne prouve qu'Elisabeth ait poussé, frappé ou blessé Sylvia de quelque manière que ce soit. Lors du banquet royal qu'Elisabeth a personnellement organisé alors que le roi et le chancelier étaient absents, Fried transforme la grande salle en un procès public de sa fiancée. Il répète la rumeur selon laquelle Sylvia serait tombée dans l'escalier, accuse Elisabeth de nuire à la réputation du prince héritier, et prétend qu'elle a tenté d'assassiner la femme qu'il aime. Elisabeth demande la possibilité de s'expliquer, mais Roberto la saisit par les épaules et la force à s'agenouiller devant la foule. Même l'ambassadeur impérial aux cheveux roux, Lucas Lebric, est choqué par ce spectacle désordonné. Fried ne donne à Elisabeth aucune chance de contester les accusations. Il annule leur fiançailles, ordonne son arrestation, et annonce immédiatement Sylvia comme sa prochaine fiancée. En quelques minutes, la femme qui gérait le gouvernement, bâtissait une grande compagnie commerciale et organisait l'intégralité du banquet royal et transformée en criminelle sur la scène même qu'elle avait préparée. Sylvia reste timidement aux côtés de Fried. La nouvelle de l'incident parvient au sommet international. Le roi Blas Aldoria traite son fils de fou avec colère et a d'abord l'intention de rentrer pour enquêter. Sieg, cependant, prétend calmement que sa fille devrait être capable de résoudre la situation elle-même. Il argumente que si Elisabeth ne peut pas surmonter cette crise, alors elle est indigne de devenir l'épouse du prince héritier. Plutôt que de défendre la victime d'une injustice flagrante, son propre père transforme la situation en une épreuve supplémentaire. Le roi accepte inexplicablement ce raisonnement. Un mois passe, et Elisabeth reste emprisonnée. Sa cellule est encore remplie de livres et de documents gouvernementaux, car elle continue d'accomplir les devoirs des personnes qui l'ont abandonnée. Lorsque Mireille lui rend secrètement visite, Elisabeth lance un sort de magie noire qui empêche les gardes de réagir et permet à sa servante d'entrer. Mireille rapporte qu'aucun message, aucune aide, aucun soutien n'est arrivé ni du roi ni de Sieg pendant le mois entier. Elisabeth comprend enfin que les deux hommes s'attendent véritablement à ce qu'elle nettoie le désastre créé par Fried. La situation empire encore lorsque Fried accuse Elisabeth de trahison, ordonne une enquête sur la compagnie commerciale Fenel, et fait pression sur les marchands et les nobles sous son influence pour voter un transfert de propriété. Fenel est devenu une force majeure au sein de l'économie d'Aldoria. Si Fried en prend le contrôle, le réseau qu'Elisabeth a créé pour protéger les travailleurs et les citoyens pauvres deviendra une arme politique pour la faction du prince héritier. Même emprisonnée et faussement accusée, la première préoccupation d'Elisabeth reste le nombre de personnes qui souffriront si elle ne fait rien. Mireille ne peut plus regarder sa maîtresse continuer à se sacrifier. Elle se souvient de l'époque où sa propre famille a tout perdu et où il ne lui restait que deux avenirs possibles, être forcée à travailler dans le quartier rouge ou être vendue comme esclave. Elisabeth l'a sauvée de cette situation. Elle n'a pas traité Mireille comme un outil, mais lui a donné un foyer et quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Pour cette raison, Mireille comprend mieux que quiconque qu'Elisabeth n'a jamais exploité les gens. Elle a toujours placé le royaume et ses citoyens au-dessus d'elle-même. En retour, la famille royale a dépendu d'elle sans lui offrir de protection, son père a traité son emprisonnement comme une épreuve, Fried n'a pas su reconnaître la valeur de sa fiancée, Sylvia l'a poussée vers les soupçons, et Roberto l'a forcée à s'agenouiller comme une criminelle condamnée. Mireille ajoute que des rumeurs malveillantes se sont répandues dans toute la capitale. Les gens prétendent désormais qu'Elisabeth a tenté de tuer Sylvia par jalousie, qu'elle a abusé de sa position pour interférer avec la politique, qu'elle a manipulé la compagnie commerciale, et qu'elle a projeté de prendre le contrôle du royaume. Aucune preuve ne soutient ces affirmations, pourtant de plus en plus de gens y croient chaque jour. Les citoyens qui bénéficiaient autrefois de son travail décrivent désormais Elisabeth comme un monstre qui conduira Aldoria à sa perte. En larmes, Mireille admet qu'elle ne peut pas pardonner aux gens qui ont trahi Elisabeth, y compris le royaume lui-même. Pour la première fois, Elisabeth ne cherche pas immédiatement une autre raison d'endurer les mauvais traitements. Elle repense à tout ce qu'elle a sacrifié, une enfance entièrement consumée par les études, d'innombrables nuits sans sommeil, chaque jour de repos annulé, tous les profits qu'elle a donnés aux pauvres, et le moment où elle a été forcée de s'agenouiller alors que personne ne la défendait. Sa dévotion ne lui a rien rapporté d'autre que l'emprisonnement, de fausses accusations,
et l'abandon par les personnes qu'elle voulait protéger. Élisabeth remercie Mireille de lui avoir enfin ouvert les yeux. La magie jaillit de son corps et détruit une partie du mur de la prison, mais elle ne s'échappe pas immédiatement. Au lieu de cela, elle déclare qu'elle quittera le pays dans 5 jours et demande à Mireille d'organiser une rencontre avec une personne précise. Concernant la compagnie commerciale Fenel, Élisabeth ordonne à ses gens de coopérer publiquement avec les représentants envoyés par Fried. Pendant ce temps, ses partisans les plus loyaux doivent secrètement se retirer d'Aldoria, préserver leurs forces et attendre des instructions supplémentaires. Plusieurs agents resteront dans la capitale pour collecter des informations. Par ses ordres, Élisabeth commence discrètement à déplacer l'ensemble de son réseau hors du contrôle du prince héritier. Mireille accepte la mission, puis rappelle à sa maîtresse de réparer le mur. Élisabeth révèle enfin son artefact divin. Tout être vivant possède du pouvoir magique, mais seuls ceux qui endurent un entraînement extrême peuvent le cristalliser en un artefact divin. Celui d'Élisabeth prend la forme de Belzébuth, l'un des 7 grands grimoires. Il enregistre la magie d'autres personnes et lui permet d'utiliser ses sorts elle-même. Élisabeth a une affinité naturelle avec la magie de l'eau, mais Belzébuth lui donne accès à d'autres éléments. Le sort sombre qui a neutralisé les gardes en est un exemple. Elle active maintenant Mur de pierre, faisant voler chaque morceau brisé du mur de la prison à sa place initiale jusqu'à ce qu'aucune trace des dégâts ne subsiste. 5 jours plus tard, Élisabeth crée une poupée de glace identique à elle-même et la laisse assise dans la cellule. Elle utilise ensuite Illusion pour dissimuler à la fois elle-même et Mireille. L'imitation reste derrière les barreaux tandis que la véritable Élisabeth enfile un manteau et entre dans la ville de nuit. En sortant, elle entend personnellement des citoyens l'accuser d'avoir prétendu se soucier des pauvres pour son profit personnel, de comploter pour voler le royaume, et de mériter l'exécution. Élisabeth ne discute pas avec eux. Elle continue simplement à marcher. La personne qu'elle a arrangé de rencontrer est Lucas le Brick, ambassadeur de l'Empire de Utia. Lucas a déjà conclu qu'Aldoria a jeté son plus grand atout stratégique. La plupart des réalisations du royaume au cours des dernières années ont été possibles grâce à Élisabeth. Même à 10 ans, elle a conçu une stratégie qui a causé de lourdes pertes à l'Empire pendant une guerre. Une femme d'une telle capacité a maintenant été déclarée criminelle par Fried sans preuve. À ce moment, quelqu'un déguisé en roi d'Aldoria arrive pour rencontrer Lucas au milieu de la nuit. Le déguisement se dissout, révélant Élisabeth et Mireille. Élisabeth explique que se faire passer pour le roi était le moyen le plus simple de passer les gardes, puis demande directement l'asile au sein de l'Empire de Utia. Lucas suggère que la situation pourrait encore changer lorsque le roi et Sieg reviendront. Élisabeth répond qu'elle est épuisée. Fried et Sylvia ne sont pas les seules personnes qui l'ont trahi. La famille royale, son propre père, et les citoyens qui ont accepté les accusations sans preuve l'ont tous abandonné également. Lucas avertit qu'Aldoria souffrira inévitablement après son départ. Élisabeth le comprend mieux que quiconque, mais demande calmement pourquoi cela devrait encore la concerner. Elle a dédié sa vie entière au royaume et à son peuple. Ils ont traité cette dévotion comme sans valeur, donc elle n'a plus aucune responsabilité de continuer à les protéger. Quand Lucas demande ce qu'elle a l'intention de faire après avoir reçu l'asile, Élisabeth retire sa bague de fiançailles. La glace se répand sur leur tandis qu'elle ferme la main et la broie en morceaux. Elle déclare qu'elle ne pardonnera jamais aux gens qui l'ont trahi. Désormais, elle dirigera toute sa colère vers le pays qui a dépendu de ses capacités puis l'a rejeté. Après avoir broyé sa bague de fiançailles, Élisabeth précise à Lucas qu'elle ne demande pas à Utia d'envoyer directement son armée contre Aldoria. Ce dont elle a besoin, c'est de la puissance militaire de l'Empire derrière elle. Une fois qu'elle aura détruit son ancienne patrie, elle cédera une portion des bénéfices à l'Empire. Avant d'accepter la proposition, Lucas exige qu'Élisabeth s'installe dans le territoire Le Brick et vive sous sa surveillance. Elle accepte calmement. La calèche portant l'emblème impérial quitte la capitale sans être arrêtée. Pendant le voyage, Élisabeth présente son artefact divin comme le grimoire de la sagesse, un livre capable de mémoriser chaque livre qu'il touche, ainsi que tout ce que son propriétaire voit et entend. Grâce à cette capacité, elle possède une connaissance étendue des secrets politiques et militaires d'Aldoria. Quand Lucas s'inquiète qu'elle en révèle trop, Élisabeth admet que le grimoire de la sagesse n'a jamais existé. C'est simplement un faux nom dissimulant la capacité d'enregistrement mémoriel de Lucifer, l'un des 7 grands grimoires. Même le roi et son propre père ont été dupés. Elle promet que les informations qu'elle transporte valent bien plus que toute récompense que Lucas pourrait recevoir en la livrant. Le vicomte comprend finalement que la femme assise face à lui n'est plus une noble disgraciée. C'est une archive entière de secrets d'État qui est volontairement montée dans sa calèche. En arrivant dans le territoire Le Brick, Élisabeth observe les gens accueillir chaleureusement Lucas et remarque qu'il est clairement aimé de ses sujets. Dès qu'ils atteignent son domaine, elle demande la permission d'établir une compagnie commerciale en ville. Tout plan sérieux nécessite de l'argent, et la détermination seule ne peut financer la vengeance. Lucas sait qu'elle a autrefois géré une grande organisation commerciale et donne son accord. Cependant, lorsqu'Élisabeth demande un prêt de 100 pièces d'or, son expression devient immédiatement celle d'un auditeur examinant un compte suspect. Anticipant son inquiétude, elle présente un contrat magique. En 1 an, elle doit rembourser le double du montant. Si elle échoue, elle sera vendue comme esclave,
et Lucas pourra garder le produit de la vente ou revendiquer la propriété sur elle directement. Les conditions feraient abandonner immédiatement toute personne ordinaire, mais Elisabeth n'hésite pas. Elle déclare que dans un an, elle couvrira la table devant lui d'or. Sa nouvelle compagnie n'a pas encore de produit, mais elle a déjà garanti un rendement de 5%. Si l'entreprise échoue, sa fondatrice devient l'actif liquidé. Avec son capital de départ limité, Elisabeth achète une maison en ruine pour l'utiliser comme siège. Mireille regarde les fenêtres brisées, les planches pourries et les pièces couvertes de poussière et se demande si elles ont acheté un bureau ou un site archéologique. Elisabeth est satisfaite car le bâtiment entier n'a coûté qu'une pièce d'or. Quand Mireille proteste qu'un tel endroit ne convient pas à une dame noble, Elisabeth lui demande d'arrêter d'utiliser l'ancien titre. Elisabeth Leston a été abandonnée à Aldoria. Dans cette nouvelle terre, elle vivra sous le nom d'Elisabeth Lay. Changer de nom ne prend que quelques secondes. Nettoyer le bâtiment sera clairement un projet bien plus long. Une semaine plus tard, la maison abandonnée est devenue la compagnie commerciale traître. Mireille revient avec une liste de nobles influents. Elle s'attend à ce qu'Elisabeth reprenne le commerce de cosmétiques qui avait fait le succès de sa précédente compagnie, mais Elisabeth explique qu'elle manque de la main-d'œuvre et de l'équipement nécessaire pour fabriquer des produits de luxe. Leur premier produit ne sera donc rien de plus qu'un savon rose. Après l'avoir testé, Mireille réalise immédiatement que sa qualité dépasse largement celle du savon ordinaire, bien qu'elle doute encore qu'un produit aussi simple puisse générer l'énorme fortune dont elles ont besoin. Elisabeth explique que le savon n'est que le coût d'ouverture. Il est facile à produire et accessible à bien plus de gens que les cosmétiques coûteux. Elle a besoin de plus que du profit immédiat. Elle a besoin de clients, de protecteurs et de connexions capables d'ouvrir des portes pour ses plans ultérieurs. C'est aussi la raison pour laquelle Mireille a rassemblé des informations sur les personnes influentes. Après avoir sélectionné leur première cible, Elisabeth se rend à la chapelle de l'église Libris. Elle rencontre le père Louis et lui demande poliment de prier pour le succès de son entreprise. Sa présentation est si innocente que personne n'imaginerait qu'elle a récemment offert sa propre liberté comme garantie pour un prêt commercial. Au moment où Louis commence à discuter avec elle, plusieurs enfants entrent en courant et annoncent fièrement qu'ils ont gagné une pièce ce jour-là. Le prêtre les remercie et leur rappelle gentiment qu'il a actuellement une visiteuse. Après le départ des enfants, Louis explique que l'église gère un orphelinat dans le bâtiment voisin. Elisabeth dit avoir entendu les enfants rire en approchant de la chapelle. Son attention se tourne immédiatement vers l'institution. Ce n'est pas simplement un lieu de culte. C'est aussi un endroit qui prend soin de personnes ayant désespérément besoin de soutien. Ce qui avait commencé comme une visite formelle révèle soudainement une nouvelle direction pour la compagnie commerciale traître. À l'orphelinat, le père Louis admet que malgré le généreux soutien de Lucas, l'institution peine encore à couvrir ses dépenses quotidiennes. Les enfants comprennent la situation et effectuent de petits travaux en ville et dans les casernes pour aider à réduire le fardeau. Louis se reproche d'être assez incompétent pour forcer des enfants à porter des responsabilités qui n'auraient jamais dû leur appartenir. Elisabeth n'est pas d'accord. Ils aident parce qu'ils ont reconnu sa compassion. Un endroit peut manquer d'argent sans manquer d'amour. Elle lui fait un don et explique sa décision en utilisant le langage des affaires. Rien n'a plus de valeur que les clients, et ces enfants représentent de futurs clients, donc soutenir la personne qui prend soin d'eux est simplement un investissement raisonnable. L'explication ressemble à un calcul commercial à long terme, mais l'argent est donné sans condition. Le père Louis comprend qu'Elisabeth utilise simplement le langage des affaires pour dissimuler sa bonté. Elle revient rapidement à ses plans. Mireille rapporte qu'elle a contacté toutes les personnes sélectionnées et distribué des échantillons de savon parmi les servantes des maisons nobles. Tout est prêt pour le lancement du lendemain. Elisabeth ordonne de maintenir les stocks limités, de choisir soigneusement les clients, et de fixer le prix du savon seulement légèrement au-dessus des produits ordinaires. Mireille pense que quelque chose de cette qualité pourrait être vendu bien plus cher, mais Elisabeth n'a aucune intention de vider la bourse de chaque client dès le premier jour. Elle utilise le savon comme un billet d'entrée dans la haute société. Plus il est difficile à obtenir, plus les gens le voudront. Son objectif immédiat est d'établir le nom traître et de renforcer les relations avec des clients influents. Elle veut que les gens pensent à traître chaque fois que le savon est mentionné. Une fois la marque devenue suffisamment puissante, sa vengeance pourra véritablement commencer. Sa campagne contre Aldoria ne s'ouvrira pas avec des épées ou une magie destructrice, mais avec un savon parfumé. Tout le monde peut se laver les mains pendant qu'Elisabeth lave discrètement l'influence économique de ses ennemis. 3 mois plus tard, les ventes de savon continuent d'augmenter régulièrement. Les calendriers de production d'eau de rose, de lotion et de shampoing sont complètement remplis, tandis que de nouveaux clients arrivent chaque jour après avoir entendu parler des produits. Le savon a à peine commencé à fondre que l'argent commence à affluer. Malgré cela, Elisabeth refuse de vendre sans discernement. Chaque client est d'abord enquêté, et seuls ceux sans connexions inquiétantes reçoivent un approvisionnement limité. Une partie des profits est séparée et donnée au père Louis et à d'autres institutions caritatives. Elisabeth construit un réseau d'influence tout en soutenant des endroits que la société avait précédemment ignorés. Pendant un repas en extérieur,
elle décide que la réputation de traître est désormais assez solide pour commencer à préparer un profit bien plus important. Mireille rapporte que la compagnie commerciale Gazal n'a fait aucun mouvement suspect. Elisabeth lui ordonne de continuer la surveillance et souligne que la formule du savon doit rester protégée car c'est actuellement leur principale source de revenus. Mireille répond que la formule est en sécurité dans le coffre-fort de la compagnie. Leur conversation supposément privée est juste assez forte pour atteindre Glanz, qui est assis tout près et écoute attentivement chaque mot. Au siège de Gazal, le président de la compagnie est furieux parce que Traître gagne plus de clients chaque mois. Ses subordonnés argumentent que leur rival n'est qu'une petite compagnie qui opère depuis 3 mois et que la baisse des ventes de Gazal se limite aux cosmétiques. Le président comprend que le problème a grandi bien au-delà de quelques savons. Traître limite délibérément ses produits et sélectionne ses clients. Les gens qui sont refusés critiquent ensuite les produits de Gazal et exigent que la compagnie vende les produits de sa rivale à la place. Plus grave encore, la plupart des clients choisis par Elisabeth possèdent une influence considérable parmi la noblesse. Attaquer Traître maintenant reviendrait à transformer toute une liste de clients puissants en ennemis. Au moment même où le président arrive à une impasse, Glanz apparaît et est immédiatement critiqué pour n'avoir précédemment rien accompli. Il rapporte précipitamment que Traître stocke sa formule dans un coffre-fort. Le président développe instantanément un plan. Il va voler la formule et prétendre que Gazal a acquis le savon Traître par un réseau de distribution secret. Puisque la marque rivale a déjà établi sa réputation, Gazal pourra revendre le produit à plusieurs fois le prix d'origine et garder tous les profits. L'idée de voler le travail de quelqu'un d'autre et de se présenter comme un génie commercial le remplit d'excitation. Malheureusement pour lui, à l'instant où il a entendu parler du coffre-fort, il avait déjà commencé à creuser sa propre tombe. Après avoir congédié Glanz, le président de Gazal continue de rire et rejette Elisabeth et Mireille comme des amatrices. Pendant ce temps, un rapport de renseignement régulier arrive à Traître depuis la capitale aldorienne. Mireille révèle que Sylvia Lockit a officiellement été reconnue comme fiancée du prince héritier Fried. Le rapport inclut une image du couple entouré de fleurs et de félicitations publiques. Elisabeth appelle immédiatement le nom de Mireille. Ce qui s'est passé à Aldorian n'est plus simplement une rumeur ou une mise en scène du banquet. La position qui lui appartenait autrefois a maintenant été légalement transférée à Sylvia. La dette entre Elisabeth et son ancienne patrie reste complètement impayée. Mireille apporte d'autres nouvelles, un mandat d'arrêt officiel a été émis contre Elisabeth. La personne responsable de la légitimation des accusations de Fried est son propre père. Le rapport confirme que le duc Sieg a personnellement dirigé le processus. Pour lui, protéger l'honneur de la famille royale est plus important que le fait que sa fille ait été marquée comme traître. Mireille ne comprend pas comment un père pourrait personnellement pousser son enfant à la ruine. Elisabeth se souvient que Sieg a un jour déclaré que tant qu'il vivrait, il ferait tout le nécessaire pour le royaume et la famille royale. Apparemment, tout, incluait sacrifier sa fille comme gestion des dégâts politiques. Elisabeth a toutes les raisons d'être furieuse, mais elle refuse de laisser l'émotion ralentir ses plans. Sa vengeance contre Aldoria a déjà commencé. Alors que les flammes du fourneau voisin entourent sa silhouette, Elisabeth déclare qu'elle utilisera sa rage pour écraser tous ceux qui l'ont trahi. Au moment où sa déclaration prend fin, 2 étrangers apparaissent devant la porte. Les ennuis sont arrivés à son siège encore plus vite qu'un créancier se rappelant d'une échéance de paiement. La femme à lunettes de la division des affaires juridiques de la Guilde des marchands s'adresse à elle en tant qu'Elisabeth Lay, présidente de la compagnie commerciale Traître. Elle explique que quelqu'un a déposé une plainte affirmant que le savon Traître a causé de graves blessures à ses utilisateurs et ordonne à Elisabeth de les accompagner pour interrogatoire. Mireille devient méfiante, mais Elisabeth accepte calmement. Quiconque a l'intention de faire tomber une entreprise entière avec un seul savon a choisi le mauvais adversaire. Les analyses en laboratoire confirment que les produits officiels de Traître ne contiennent aucun ingrédient nocif. Les registres de vente ne montrent également aucun client signalant des blessures. L'enquêtrice conclut que l'entreprise n'est pas directement responsable. Avant de partir, Elisabeth demande à inspecter le savon empoisonné. Sa couleur et sa forme sont presque identiques au véritable produit, mais sa qualité est exactement l'inverse. Il semble être un produit de soin mais se comporte plutôt comme un test pour déterminer combien de souffrances la peau humaine peut endurer. Elisabeth réalise que quelqu'un a tenté de copier la formule de Traître. Cependant, la recette originale avait été délibérément divisée en 2 parties. Une moitié était enfermée dans le coffre-fort, tandis qu'Elisabeth portait toujours l'autre moitié sur elle. Quiconque volait seulement la section stockée et tentait la production créerait inévitablement du savon toxique, car la formule neutralisante manquante est nécessaire pour rendre le produit sans danger. Sa méthode de sécurité était essentiellement une demi-clé laissée devant un voleur. Quiconque assez avide pour la voler s'enfermerait dans la salle d'épreuve. Elisabeth propose de retrouver les lieux où les victimes ont acheté le savon. L'enquêteur masculin suspecte que le coupable a usurpé l'identité de Traître tout en vendant des produits contrefaits. Chaque indice pointe désormais dans la même direction. L'enquêtrice s'excuse pour l'interrogatoire, mais Elisabeth répond que la responsabilité appartient entièrement au contrefacteur. Les enquêteurs promettent de la contacter quand ils feront des progrès. Ailleurs, Gazal Jackman est en train de rager dans son bureau. Il insiste sur le fait qu'il a copié parfaitement la formule du coffre-fort,
ignorant qu'il n'a volé que la moitié des instructions et s'est précipité pour soumettre une réponse incomplète. La division des affaires juridiques arrive bientôt chez Ghazal, l'accuse de vendre du savon dangereux, d'entrée illégale et de vol, et lui ordonne de les accompagner pour interrogatoire. Elisabeth rencontre plus tard le président de la compagnie en personne et exige une compensation pour les dommages infligés à la réputation de traître. Ghazal admet ce qu'il a fait mais refuse de payer quoi que ce soit. Il prétend que la guilde ne peut pas le forcer à la dédommager et défie Elisabeth de convoquer un enquêteur de l'église Libris, croyant que personne d'important ne se soucierait des affaires d'une jeune femme. Avant qu'il puisse finir de parler, la porte derrière lui s'ouvre. Le père Louis entre dans la pièce. L'expression de Ghazal change immédiatement. Le prêtre l'avertit de choisir ses mots avec soin. Elisabeth est une fidèle dévouée et une bienfaitrice de l'Église, et quiconque porte atteinte à sa réputation sans raison ne sera pas ignoré. Ghazal tente désespérément d'arrêter la conversation, mais le père Louis lui a déjà ordonné, au nom de Dieu, de faire amende honorable envers Elisabeth. Elisabeth présente sa demande de compensation, la saisie complète de la compagnie commerciale Ghazal, des biens personnels de son président, de ses employés, de ses installations, de ses matières premières, et de chaque ressource associée. Ghazal ne peut que rester debout en silence alors qu'un seul savon contrefait met son entreprise entière réelle en danger de confiscation. C'est le résultat d'avoir volé la moitié d'une formule et complété le reste avec de la pure avidité. La saisie n'est pas finalisée dans cette pièce, mais alors que l'espoir disparaît progressivement de son visage, Elisabeth lui adresse un sourire glacial. L'homme qu'il avait rejeté comme une amatrice a perdu à la fois sa défense et son soutien politique. Après que Ghazal a perdu l'intégralité de son entreprise à cause du savon contrefait, tous les actifs et employés de la compagnie sont transférés à traître. Avant de clore l'affaire, Alt révèle que quelqu'un a peut-être encouragé Ghazal à voler la formule. L'individu suspecté est Grand Scarton, l'ancien comptable de la compagnie. La guilde manque de preuves suffisantes pour le poursuivre, tandis qu'Elisabeth demande à décider elle-même de sa punition car Granz relève désormais de son autorité. Granz arrive au bureau avec l'expression d'un homme préparé à recevoir sa punition. Au lieu de cela, Elisabeth le récompense et le nomme directeur. Bien avant l'incident du savon empoisonné, elle avait demandé à Mireille d'approcher secrètement Granz et de placer un informateur au sein de la compagnie commerciale Ghazal. Tout ce qu'il avait à faire était de suggérer que la formule de traître était stockée dans son coffre-fort. Ghazal a alors ordonné à quelqu'un d'entrer par effraction, à voler la moitié de la recette, à fabriquer des produits contrefaits et les a vendus publiquement, laissant derrière lui des preuves qui ne pourraient jamais être niées. Granz n'a jamais trahi Elisabeth. Il était la personne qui a guidé leur ennemi directement dans le piège. Cependant, l'argent et la promotion ne constituent pas l'intégralité de sa récompense. Elisabeth lui rappelle qu'elle a encore une autre promesse à tenir et l'accompagne chez lui. Là, sa femme prie au chevet du lit de leur fille. Lunoa est inconsciente, des bandages couvrant ses deux mains, son cou et un côté de son visage. Tout ce que Granz a accepté de faire avait pour but de gagner assez d'argent pour les médicaments de sa fille unique, mais l'apothicaire avait déjà déclaré que son état ne s'améliorerait jamais. Elisabeth explique que Granz a travaillé extrêmement dur pour sa fille, puis s'approche du lit et assure à la famille qu'une magie de guérison avancée peut encore sauver Lunoa. Devant eux, elle décrit Belzébuth comme un outil magique qui amplifie les sorts, mais c'est un autre mensonge destiné à dissimuler l'existence de son artefact divin. Le véritable pouvoir du grimoire Belzébuth est d'enregistrer la magie d'autrui et de permettre à son propriétaire de la reproduire. Parmi les sorts qu'Elisabeth a collectés se trouve l'art de guérison de haut niveau de l'archevêque d'Aldoria. Bien qu'elle n'ait aucune affinité naturelle pour la guérison, elle peut tout de même recréer son pouvoir. Le grimoire s'ouvre, remplissant la pièce d'une lumière bleue qui afflue dans le corps de Lunoa. Sa douleur disparaît, et la fillette ouvre lentement les yeux et appelle ses parents. Granz et sa femme éclatent en sanglots et demandent ce qu'ils peuvent faire pour rembourser Elisabeth. Elle répond qu'elle tient simplement la promesse qu'elle a faite et ordonne à toute la famille de garder le traitement secret. Pour ceux gouvernés par l'avidité, Elisabeth laisse des pièges capables de tout leur prendre. Pour ceux qui tiennent leur parole, elle rend quelque chose de bien plus précieux que l'or. Un mois plus tard, Elisabeth couvre la table de Lucas de piles d'or. Le prêt initial de 100 pièces a produit des profits bien au-delà des attentes. Impressionné par son succès, le vicomte commence à s'adresser respectueusement à elle en tant que présidente Elisabeth. Malgré le mandat d'arrêt émis par Aldoria, Lucas ne doute plus de sa demande d'asile et lui accorde la permission de voyager librement dans toute la capitale impériale et dans chaque territoire sous l'autorité de Yutia. L'or a fait plus que rembourser sa dette. Il a ouvert un chemin vers le centre du pouvoir impérial. De retour à la compagnie commerciale, Elisabeth se prépare à entrer dans la capitale. Elle continue de faire des dons réguliers à l'église Libris, à la fois pour soutenir les personnes dans le besoin et pour maintenir une institution respectée capable de défendre traître lors de futurs litiges. Sa bonté n'a pas disparu. Elle a simplement appris à la diriger vers les personnes qui la méritent. Une Lunoa entièrement rétablie entre dans la pièce en portant des documents, se déplaçant avec une énergie complètement différente de celle de l'enfant inconsciente d'un mois plus tôt. Parce qu'elle doit sa vie à Elisabeth, elle essaie constamment de prendre plus de travail. Cependant,
La sympathie n'est pas la seule raison pour laquelle elle a été acceptée comme apprentie. L'UNOA possède la magie d'évaluation des objets, une capacité rare qui révèle la valeur et les caractéristiques des marchandises. Avec un entraînement approprié, elle peut devenir la paire Dieu la plus précieuse de traîtres. Elisabeth lui enseigne le commerce tout en guidant également le développement de sa magie. Elle invoque ensuite le grimoire Belphégor dans une lumière dorée. Un autre des 7 grands grimoires, Belphégor enregistre les contrats entre son propriétaire et les créatures magiques. Il permet à Elisabeth de former des accords avec des esprits ou des démons et d'emprunter leur pouvoir, mais elle doit toujours payer le prix qu'ils exigent. Elisabeth place une pièce d'argent sur un cercle magique. La pièce se dissout en lumière, et plusieurs créatures blanches ressemblant à des oiseaux apparaissent. Elles acceptent ces messages et s'envolent par la fenêtre ouverte, complétant les préparatifs de son voyage. 6 mois passent. Traître absorbe plusieurs compagnies commerciales supplémentaires, acquérant leurs employés, leurs installations de production et leur réseau de distribution. La maison en ruine qui ne contenait autrefois qu'Elisabeth et Mireille est devenue une organisation capable de rivaliser au sein de la capitale impériale. Alors que la saison mondaine de la noblesse approche, Elisabeth décide que le moment est venu de partir. Elle confie temporairement le contrôle à Grance pour que la compagnie continue de fonctionner pendant son absence. L'homme qui travaillait autrefois comme comptable sous Gazal se voit maintenant confier la position de président. Grance est stupéfait par la responsabilité, mais Elisabeth l'assure qu'elle a observé ses capacités assez longtemps pour lui faire confiance. Après lui avoir assigné un secrétaire pour l'assister, Elisabeth part pour la capitale avec Mireille et l'UNOA. Le voyage servira également de première leçon pratique pour l'UNOA. Elisabeth veut qu'elle observe le cœur de l'Empire, où l'argent, le statut et les relations personnelles se meuvent ensemble. Un marchand compétent ne peut pas regarder uniquement le produit. Elle doit comprendre ce que la personne derrière l'achat désire véritablement. Leur calèche emprunte un chemin forestier plein d'ornières et sans presque aucun signe de patrouille régulière. Elisabeth a à peine commenté la mauvaise sécurité quand un groupe de bandits bloque la route. Leur chef voit 3 femmes et une jeune fille et suppose qu'il a trouvé une cible facile. Il leur ordonne de remettre chaque objet de valeur en échange de leur vie. Elisabeth dit à Mireille de rester à l'intérieur et de protéger l'UNOA, puis descend seule. Avant que le bandit puisse finir de rire, un sort de glace sans incantation met l'un de ses compagnons inconscient. Le groupe panique en réalisant qu'il fait face à une puissante mage et se précipite pour l'empêcher de lancer un autre sort. Elisabeth dégaine immédiatement son épée et remarque froidement que traiter avec des gens comme eux ne nécessite pas de magie. Elle esquive leurs attaques, contre-attaque, et vainc rapidement l'ensemble du groupe. Le chef tombe à genoux et se rend, prétendant qu'il était autrefois un fermier qui ne pouvait plus survivre après avoir payé ses impôts. Elisabeth n'accepte ni ne rejette son histoire. Elle explique que les difficultés peuvent révéler pourquoi quelqu'un a choisi une voie criminelle, mais n'efface pas le mal qu'il a causé. Pour les marchands, chaque pièce représente du labeur, du temps, et parfois même une vie humaine. Les bandits ne volent pas simplement des marchandises. Ils peuvent assassiner des voyageurs innocents et continuer à attaquer chaque calèche qui suit. Elisabeth refuse donc d'épargner le chef simplement parce qu'il s'est rendu. Elle élimine la menace devant l'UNOA et dit à la fillette de se souvenir de ce qu'elle a vu. Les bandits doivent être traités comme des monstres. Leur permettre de retourner sur la route par compassion mal placée peut faire payer le prix à une famille innocente plus tard. L'UNOA est effrayée par la détermination d'Elisabeth, mais c'est précisément la leçon qui est enseignée. La bonté ne signifie pas permettre à quelqu'un de continuer à nuire à des innocents. Elisabeth peut utiliser la magie de guérison pour sauver un enfant, et elle peut utiliser une épée pour arrêter quelqu'un qui survit grâce au sang et au labeur d'autrui. Peu après, la calèche rencontre une religieuse debout au milieu de la route demandant qu'on la prenne en route. La femme se présente sous le nom de Tida, une religieuse itinérante se dirigeant vers la capitale qui est épuisée d'avoir trop marché. Elisabeth l'autorise à monter dans la calèche. Quand l'UNOA demande ce que fait une religieuse itinérante, Elisabeth explique qu'elle voyage à travers des régions reculées dans le cadre de leur formation religieuse, fournissant gratuitement de la magie de guérison aux communautés locales, en particulier les endroits sans médecins ni guérisseurs formés. L'UNOA l'admire immédiatement, tandis que Tida rit simplement et décrit cela comme un travail ordinaire. Quand la fillette demande pourquoi il y a tant de bandits, Elisabeth ne place pas toute la faute sur les personnes qui portent des armes. Au contraire, elle pointe vers la route négligée sous leur calèche. Entretenir les routes et la sécurité publique est la responsabilité du seigneur local. Lucas répare régulièrement les routes de son territoire, permettant aux marchandises de voyager efficacement. Les marchands arrivent, l'économie croît, et les recettes fiscales augmentent. À l'inverse, un dirigeant qui cherche des économies immédiates en réduisant les fonds d'entretien rend plus difficile le transport des récoltes, des médicaments et de la nourriture. Les prix augmentent, le pouvoir d'achat diminue, et les fermiers désespérés peuvent se tourner vers le banditisme. Les marchands doivent alors embaucher des gardes supplémentaires, augmentant encore les frais de transport. Tida ajoute chaque maillon de la chaîne et encourage l'UNOA à atteindre la conclusion par elle-même. Elisabeth résume qu'un dirigeant incompétent peut économiser une petite somme dans un registre comptable, mais le véritable coût est toujours imposé au peuple. Au moment où elle finit de parler, un autre groupe de bandits bloque la calèche,
comme si la route elle-même voulait prouver que la leçon n'est pas purement théorique. Elisabeth ordonne à Mireille de protéger Lunoa et Tida, mais la religieuse itinérante s'avance et propose de s'occuper de la moitié des assaillants. Elisabeth regarde son expression joyeuse et son bâton de bois et décide que tuer des gens devant une fidèle de Libris pourrait être inapproprié. Les capturer demandera plus d'efforts, mais elle accepte à contre-cœur. Elisabeth crée des anneaux de lumière sous ses adversaires et les neutralise rapidement tous sans leur ôter la vie. De l'autre côté, Tida charge les bandits en brandissant son bâton avec une telle force qu'Elisabeth commence à se demander si sa propre retenue était nécessaire. Un bandit conscient demande si Elisabeth est une sorte de pacifiste. Tida se demande aussi si elle s'est retenue uniquement parce qu'une religieuse était présente. Elisabeth admet qu'elle voulait simplement éviter de créer une scène excessivement brutale devant une représentante de l'Église, puis remet les criminels entravés à Tida. Un bandit supplie désespérément pour obtenir grâce et lui rappelle que l'Église Libris donne aux pécheurs la possibilité de se repentir. Tida explique solennellement que tous les humains commettent des erreurs, et que ceux qui regrettent sincèrement leurs actes peuvent recevoir le pardon de Dieu. L'espoir apparaît dans les yeux de l'homme jusqu'à ce qu'elle ajoute que les bandits ne sont pas considérés comme des êtres humains, puis reprend à battre l'ensemble du groupe avec son bâton. En observant depuis le côté, Elisabeth est forcée de reconsidérer ses suppositions sur la douceur des serviteurs de la religion. Tida découvre même une dent en or appartenant à un bandit et envisage joyeusement de la vendre. Elisabeth insiste pour la nettoyer avec la magie avant de lui permettre de la garder. Le combat se termine sans confirmer si les bandits survivent, bien qu'aucun ne reste capable de bloquer la route. Alors qu'Elisabeth approche de la capitale impériale, Aldoria commence à ressentir l'absence qu'elle a laissée. À l'intérieur du palais royal, Roberto apporte à Fried un rapport le mettant en garde contre la distribution imprudente des réserves alimentaires nationales aux pauvres. Le prince héritier continue de tenir Sylvia près de lui et insiste que ses actions sont charitables. Tant que les bénéficiaires sont reconnaissants, il ne voit aucun problème. Fried utilise même Elisabeth comme justification, soulignant qu'elle soutenait également fréquemment les pauvres. Roberto est obligé d'expliquer la différence que Fried n'a jamais comprise. La plupart des programmes d'aide d'Elisabeth étaient financés par sa fortune personnelle. Sans ordre direct du roi, elle n'a jamais touché aux réserves alimentaires nationales. Plus important encore, Elisabeth ne distribuait pas simplement de la nourriture pour recevoir des louanges. Elle créait des emplois pour que les pauvres puissent gagner des revenus stables et subvenir à leurs besoins par eux-mêmes, car la charité temporaire ne peut résoudre la pauvreté à sa source. Fried n'a copié que la surface visible de ses actions tout en utilisant des ressources appartenant au pays entier et en ignorant les conséquences. Quand Roberto avertit que les réserves de céréales seront bientôt vides, Fried ne tente pas de corriger la politique. Il ordonne immédiatement l'arrêt de toute aide et déclare froidement que les pauvres peuvent tout simplement mourir de faim. Roberto tente de s'opposer, mais Fried lui ordonne de se taire avant de quitter la pièce avec Sylvia. La pièce devient silencieuse. Tenant le rapport, Roberto admet que si Elisabeth était encore présente, la situation ne serait jamais devenue un tel désastre. La femme qui gérait discrètement la politique gouvernementale, les budgets et l'aide publique n'est plus là. Ce n'est que maintenant que le palais réalise que personne ne sait comment la remplacer. Elisabeth n'est plus là pour continuer à nettoyer leurs erreurs. Après la confrontation avec les bandits, Elisabeth et ses compagnes se reposent dans une auberge. Tida vide une tasse après l'autre et continue de commander plus d'alcool. Quand Elisabeth demande si une religieuse devrait vraiment boire autant, Tida explique sérieusement que l'alcool est aussi une eau de vie accordée par Dieu. Rejeter un tel don la placerait sûrement à un plus grand risque de punition divine. Tida annonce fièrement qu'elle a vendu les objets de valeur pris aux bandits pour un prix impressionnant et offre à Elisabeth la moitié de l'argent. Elisabeth refuse sa part et dit à Tida de tout garder comme don à l'église. La femme qui brandissait son bâton sans hésitation fond immédiatement en larmes, jette ses bras autour d'Elisabeth et la loue comme une fidèle véritablement dévouée. Elisabeth lui demande maladroitement de la lâcher parce que Tida pleure et s'essuie le nez contre elle en même temps. Lunoa observe que la présidente Elisabeth semble véritablement heureuse. Mireille explique qu'Elisabeth devait autrefois rester constamment sur ses gardes. Au palais, il n'y avait personne auprès de qui elle pouvait se détendre. Même une petite erreur pouvait être transformée en arme contre elle. Ce n'est que récemment qu'Elisabeth a commencé à sourire naturellement et à profiter du temps passé avec des personnes qui n'exigent pas qu'elle reste parfaite. Quitter Aldoria a donné à Elisabeth plus que la liberté de chercher vengeance. Cela lui a rendu la partie de sa vie que la responsabilité avait volée. Aux côtés de Mireille, Lunoa et Tida, elle peut simplement être Elisabeth, une personne à qui il est permis de profiter de petits moments de bonheur. Au même moment, dans le jardin du palais d'Aldoria, Fried se plaint que les imbéciles qui l'entourent ont épuisé sa patience. Il dit que le simple fait de regarder Sylvia suffit à apaiser toute sa frustration. La femme aux cheveux roses sourit et se rapproche, continuant de servir d'endroit où le prince héritier fuit ses responsabilités. Aucun des deux ne remarque une autre femme qui observe depuis les ombres. Roselia Fadgal observe le couple avec un mépris ouvert. Elle ne croit pas qu'Elisabeth soit le monstre décrit par la propagande royale. Elle ne voit qu'un idiot détenant le pouvoir et remarque discrètement qu'Elisabeth mérite la pitié. Après un long voyage le long de routes envahies de bandits,
la calèche d'Elisabeth aperçoit enfin les murailles de la capitale impériale de Utia au-delà des arbres. Lunoa est assise à l'avant tenant les rênes, les épaules raides de peur de commettre une erreur. Tida est assise à côté d'elle et lui conseille de se détendre car l'anxiété du conducteur se transmet aux chevaux. Lunoa suit le conseil, et la calèche devient progressivement plus stable. Elisabeth pointe vers la ville devant elle et lui dit que c'est le cœur de l'Empire, où Traître est sur le point d'entrer dans un jeu bien plus grand. Alors que leur calèche franchit les portes de la ville, Mireille rappelle à tout le monde qu'elles doivent contacter Lucas une fois qu'elles auront trouvé un endroit où loger. D'abord, cependant, le groupe fait ses adieux à Tida. La religieuse les remercie de l'avoir laissé voyager avec elle, tandis que Mireille lui conseille de ne pas trop boire. Tida continue d'insister que l'alcool fait partie de sa formation religieuse et promet de leur rendre visite quand Traître ouvrira officiellement. Après leur avoir offert une bénédiction, elle fait un signe d'adieu et disparaît dans les rues bondées. Ce soir-là, Elisabeth loue une chambre spacieuse dans une auberge de haute classe. En regardant le mobilier luxueux, Lunoa suggère qu'un endroit plus ordinaire aurait été parfaitement acceptable. Elisabeth transforme immédiatement la question en première leçon de la fillette dans la capitale impériale. Elles sont arrivées en tant que marchandes, ce qui signifie que leur hébergement fait également partie de l'image publique de l'entreprise. Si une présidente cherchant à entrer dans la haute société choisit une résidence visiblement bon marché et mal entretenue, les partenaires potentiels pourraient remettre en question tant sa position que sa compétence. Plus important encore, d'innombrables yeux observent dans la capitale. Elles ne peuvent pas savoir qui les observe ou écoute leurs conversations. Choisir une résidence appropriée protège leur réputation tout en réduisant le risque de fuite d'informations confidentielles. Au moment où Mireille commence à préparer des boissons, un homme âgé entre dans la pièce. Il manque de s'adresser à Elisabeth par son ancien nom complet avant de se corriger rapidement. Le visiteur est Arnaud Longlet, un ancien subordonné qui gérait ses opérations commerciales dans la capitale d'Aldoria. Arnaud est soulagé de voir sa maîtresse en vie et rapporte qu'il a déjà trouvé à la fois une résidence privée et une propriété commerciale convenable. Bien qu'Elisabeth ne lui ait jamais communiqué sa date exacte d'arrivée, presque tous les préparatifs essentiels sont terminés. Le lendemain matin, Arnaud conduit Elisabeth vers un bâtiment à plusieurs étages idéalement situé. Il contient suffisamment d'espace pour une zone de réception, des bureaux privés et des installations de stockage. Bien que le prix dépasse légèrement son budget initial, Elisabeth l'achète immédiatement car des propriétés de cette qualité deviennent rarement disponibles. Elle confie la rénovation à Arnaud, et il l'assure que sa résidence privée sera également prête dès le lendemain. De retour à l'auberge, Mireille recommande de recruter une autre employée. Elisabeth suppose d'abord qu'elle veut du personnel supplémentaire pour le magasin, mais Mireille fait référence à une servante personnelle. Alors que Traître continue de s'étendre, Mireille devra gérer davantage de responsabilités et ne pourra plus rester aux côtés d'Elisabeth en permanence. La plus grande préoccupation n'est pas la capacité mais la loyauté. Elisabeth est une exilée recherchée par Aldoria. Si une nouvelle servante la reconnaît comme Elisabeth Leston et révèle son identité, le plan entier pourrait s'effondrer. Un processus de recrutement ordinaire ne peut garantir le secret. Mireille suggère donc d'acheter une esclave liée par contrat magique. Elisabeth explique à Lunoa que ces personnes incluent souvent des criminels condamnés, des débiteurs, des enfants abandonnés ou des marchands dont les affaires ont échoué. Elle n'envisage pas cette option parce qu'elle approuve le système, mais parce que cela semble être le choix le plus sûr dans leurs circonstances actuelles. Le premier établissement qu'elle visite est sombre et suffocant. Les gens en attente de vente sont assis derrière des barreaux de fer comme des marchandises, tandis que le marchand les présente un par un avec désinvolture et explique qu'un achat insatisfaisant peut simplement être échangé contre quelqu'un d'autre. Elisabeth refuse de choisir négligemment simplement parce qu'un contrat magique peut imposer l'obéissance. Elle examine soigneusement chaque candidat et conclut qu'aucun ne convient au rôle qu'elle doit remplir. Après leur départ, Lunoa continue de marcher la tête baissée à cause de ce qu'elle a vu. Elisabeth s'enquiert de son état mais ne tente pas de cacher la réalité de la situation. Elle veut que la fillette comprenne que le commerce ne se limite pas aux produits attrayants et aux banquets élégants. Derrière le mouvement de l'argent se trouvent aussi des personnes qui ont été poussées au niveau les plus bas de la société. Vers le coucher du soleil, le groupe arrive à un autre établissement nettement plus propre et plus calme. Un jeune homme balayant la cour s'avance pour les accueillir. Une marque rouge proéminente est visible autour de son cou, bien que personne ne suppose immédiatement ce qu'elle représente. Il présente l'établissement comme la compagnie commerciale Cédric et les guides poliment à l'intérieur. En entendant ce nom, Elisabeth réalise que l'organisation est liée aux marchands connus dans toute l'industrie comme l'éducateur. Lunoa ne reconnaît pas le titre, alors Elisabeth lui demande si elle a déjà entendu parler du conseil de la guilde impériale des marchands. Le conseil est composé de 7 grands marchands dont l'influence s'étend jusque dans la politique impériale. L'un des membres est spécialisé dans la formation et la fourniture de personnel au palais royal. Quiconque espère bâtir une entreprise durable au sein de l'Empire ne peut se permettre de les ignorer. Une simple recherche de servante est donc devenue la première rencontre directe d'Elisabeth avec le plus haut niveau du pouvoir commercial. Le directeur de l'établissement se présente comme Cédric Ruin et reconnaît immédiatement Elisabeth comme la présidente de Traître. Quand elle demande comment il l'a identifiée,
Cédric explique ouvertement que son entreprise s'est développée bien trop rapidement pour passer inaperçue. La nouvelle du succès de Traître dans le territoire Le Brick est déjà parvenue jusqu'à la capitale. Elisabeth maintient une expression calme, mais elle comprend que les plus grands marchands de l'Empire ont commencé à l'observer. Cédric devine correctement qu'elle a besoin de quelqu'un capable de gérer ses affaires personnelles tout en accompagnant le groupe à travers plusieurs territoires. Elisabeth confirme que la race est sans importance. Elle valorise l'endurance, l'adaptabilité et la fiabilité. En attendant une candidate, Cédric leur montre les installations de formation. Selon leurs aptitudes, les personnes qui s'y trouvent étudient l'arithmétique, la lecture, l'écriture, la cuisine, la couture et les arts martiaux. Un instructeur est devenu esclave à cause de dettes impayées, mais son talent pour les mathématiques lui permet désormais d'enseigner à d'autres élèves. Cédric pense que traiter les gens uniquement comme des outils impose une limite immédiate à la valeur qu'ils peuvent créer. Il investit dans leur éducation, leur santé et leurs capacités. Ses prix sont donc plus élevés que ceux des autres établissements, mais ses clients reçoivent des personnes correctement formées. Elisabeth comprend immédiatement sa philosophie car elle ressemble aux principes qu'elle utilisait en gérant Fenel et Traître. Un profit durable nécessite de développer les gens plutôt que de simplement les exploiter. Cédric est ravi qu'elle reconnaisse la valeur de son approche, et ses louanges directes laissent Elisabeth brièvement embarrassée. La candidate présentée devant elle est Misha Tell, une jeune femme catquin si nerveuse lors de sa première rencontre avec une cliente qu'elle peut à peine parler sans bégayer. Cédric admet que Misha a peu d'expérience pratique en service personnel, mais ses résultats de formation sont excellents. La force naturelle et l'endurance des catquins lui permettront de supporter de longs voyages. Elle n'est pas assez compétente pour travailler comme garde professionnelle, mais elle peut se défendre. Pour Elisabeth, c'est un avantage significatif. Quiconque voyage à ses côtés doit faire plus qu'organiser des vêtements et des emplois du temps. Il doit aussi être capable de survivre quand la calèche rencontre un danger. Elisabeth ne demande pas d'autres candidates et choisit immédiatement Misha. Cédric commence la procédure de contrat magique, transférant la propriété de lui-même à Elisabeth Lay. La marque sur le collier de Misha brille, confirmant que la transaction est complète. Avant qu'elle ne parte, Cédric lui dit de servir fidèlement sa nouvelle présidente. Misha se met à pleurer en le remerciant pour le temps qu'il a passé à prendre soin d'elle et à la former. Sa réaction démontre que Cédric n'a jamais traité ceux sous son autorité comme des marchandises jetables. Il lui souhaite sincèrement le bonheur, tandis qu'Elisabeth dit à Misha qu'elle est également ravie de l'accueillir. Seulement 2 jours plus tard, Misha porte déjà un uniforme traître et a appris presque toutes ses fonctions. Tenant un carnet d'emploi du temps, elle rapporte qu'Elisabeth inspectera les rénovations du magasin le matin, suivi de 2 réunions et d'une négociation dans l'après-midi. Elisabeth n'offre qu'une seule correction, la prochaine fois, Misha devrait aussi préciser exactement qui assistera à chaque rendez-vous. Mireille confirme que la capacité d'adaptation de la jeune fille a dépassé toutes les attentes. Elisabeth continue de la guider pour qu'elle devienne un véritable membre de l'organisation plutôt qu'une simple servante. Pendant ce temps, Elisabeth et Lunoa inspectent plusieurs nouveaux échantillons de rouge à lèvres. Ce sera le premier produit que Traître lance dans la capitale impériale. Au moment précis où elles ont besoin d'une occasion de le présenter devant la haute société, Mireille arrive avec une invitation de Lady Mélanie, qui souhaite qu'Elisabeth assiste à un rassemblement de nobles dames. Elisabeth accepte immédiatement. Une salle remplie de personnes intéressées par les cosmétiques est la scène parfaite pour présenter un nouveau produit avant l'ouverture officielle du magasin. Au rassemblement, Lady Mélanie présente Elisabeth comme la présidente de la compagnie commerciale Traître du territoire Le Brick. Elle confirme aussi publiquement que chaque produit cosmétique qu'elle utilise actuellement a été créé par Elisabeth. L'approbation d'une femme aussi influente attire immédiatement les autres nobles dames autour d'elle. Elle loue la peau et l'apparence de Mélanie avant de demander où elles peuvent acheter les produits. Elisabeth les remercie de leur intérêt et explique que la succursale de la capitale est encore en préparation. Comme la capacité de production actuelle reste limitée, Traître fonctionnera initialement sur abonnement réservé aux membres. Elisabeth transforme l'adhésion en symbole de statut. Toute personne personnellement présentée par Mélanie recevra un accès prioritaire. Les personnes sélectionnées ont le sentiment d'avoir rejoint un groupe exclusif tout en devenant reconnaissantes envers la femme qui a ouvert cette porte pour elles. L'influence de Mélanie augmente, Traître obtient un réseau de clients précieux, et la relation entre l'entreprise et la noblesse se renforce. En échange du soutien de Mélanie, Elisabeth lui offre son tout nouveau rouge à lèvres en cadeau. Au moment où la couleur rose apparaît, elle capture l'attention de toutes. Elle promet d'envoyer à chaque invité un coffret complet contenant plusieurs teintes différentes à tester. Les nobles dames promettent immédiatement d'être présentes au magasin le jour de son ouverture. Traître a sécurisé son premier groupe de clientes de la capitale avant même que l'enseigne n'ait été placée au-dessus de l'entrée. Un seul tube de rouge à lèvres est devenu la clé d'Elisabeth pour accéder au réseau d'influence de la ville. Elisabeth quitte le rassemblement après la tombée de la nuit et décline la calèche proposée, choisissant de profiter de l'air du soir en marchant avec Mireille. Leur promenade paisible est bientôt interrompue par des cris provenant d'une ruelle. 3 hommes ont encerclé Tida et accusent la religieuse d'avoir triché aux cartes, exigeant qu'elle rende leur argent. Tida demande calmement s'il possède une quelconque preuve.
Le premier homme qui s'approche est immédiatement mis à terre par son sort de balle de neige, et les autres perdent rapidement la capacité de continuer à la poursuivre. Au moment où Elisabeth et Mireille arrivent, la confrontation est déjà terminée. Mireille observe froidement que Tida n'avait clairement jamais besoin d'être secourue. La religieuse manque d'admettre qu'elle a triché avant de se corriger rapidement et de prétendre qu'elle prêchait simplement l'amour de Dieu dans une taverne. Elle insiste même sur le fait qu'elle a utilisé cet amour divin pour arranger les cartes, bien que changer le nom ne transforme pas le jeu d'argent en charité. Quand Mireille continue de la questionner, Tida annonce soudainement qu'elle peut entendre des âmes malheureuses criant à l'aide ailleurs. Elle leur demande de ne pas signaler l'incident au temple et s'enfuit immédiatement. Ces brèves retrouvailles suffisent à assurer Elisabeth que la religieuse reste en parfaite santé et continue de créer des ennuis à sa manière bien distinctive. Tandis que Traître s'établit progressivement dans la capitale impériale, Aldoria continue de sombrer dans le vide laissé par Elisabeth. Le roi Blas convoque Roselia Fadgal et admet que la planification et la mise en œuvre des politiques se sont presque complètement arrêtées. Les affaires étrangères consomment la majorité de son temps, tandis que Fried n'accomplit rien d'autre que d'aggraver chaque problème. La femme qui gérait autrefois discrètement la quasi-totalité de l'administration intérieure a été expulsée du pays, et personne de capable de la remplacer ne reste. Roselia demande sans détour si on lui ordonne de reprendre la position de la femme que la famille royale a jetée. Blas qualifie immédiatement Elisabeth de traître et avertit Roselia de choisir ses mots avec précaution. Elle répond calmement qu'elle sera en effet extrêmement prudente, afin de ne pas être un jour accusée du même crime. Malgré son irritation, le roi doit admettre que personne d'autre n'est qualifié pour sauver la situation. En entrant dans le bureau, Roselia trouve des piles de documents couvrant l'intégralité du bureau. La quantité de travail inachevé à elle seule révèle combien de responsabilités Elisabeth portait auparavant. Roselia traite Fried de prince héritier inutile et suppose d'abord que la femme exilée doit être en train de rire alors qu'Aldoria sombre dans le désordre. Elle rejette immédiatement cette conclusion. Si Elisabeth avait véritablement eu l'intention de trahir le royaume, alors avec son intelligence, son réseau et sa connaissance des secrets d'État, les conséquences se seraient étendues bien au-delà de politiques retardées. Le fait qu'Aldoria tienne encore debout est la preuve la plus claire qu'Elisabeth n'a pas véritablement commencé à l'attaquer. Dans la capitale de Utia, Lucas accueille Elisabeth avec un café rare importé du continent sud. Il a appris qu'elle est devenue extrêmement occupée immédiatement après son arrivée, mais Elisabeth dit calmement qu'elle n'a pas encore fait quoi que ce soit de significatif. L'emphase qu'elle place sur le mot « encore » fait comprendre à Lucas que chaque activité actuelle n'est que préparation. Il explique qu'après avoir envoyé des rapports écrits sur Elisabeth, il a également été tenu de présenter son cas directement à l'empereur. Pour l'instant, l'Empire a choisi de continuer à observer. Utia n'a pas promis d'intervention militaire et n'a pas officiellement soutenu sa vengeance, mais puisque les actions d'Elisabeth bénéficient actuellement à l'Empire, le gouvernement n'a aucune intention d'interférer. Lucas confirme aussi que la collection de cosmétiques de Traître a beaucoup plu tant à l'impératrice qu'à la princesse. Elisabeth a conçu l'emballage elle-même, ce qui signifie que la marque détenue par une femme recherchée à Aldoria a déjà atteint la famille royale de Utia. Après avoir expliqué la position de l'Empire, Lucas demande directement comment Elisabeth a l'intention de se venger d'Aldoria. Le sourire courtois sur son visage devient progressivement glacial. Elle prend une rose rouge sur la table et explique que tout ce qu'elle a fait jusqu'ici ne représente que les coups d'ouverture. Établir un quartier général, recruter du personnel, approcher la... Cela reste élégant, presque comme un ornement de cristal, mais il ne reste plus aucune chaleur pour le royaume qui a dépendu d'Elisabeth puis l'a rejeté. Sa vengeance n'a pas véritablement commencé, mais elle a déjà ouvert toutes les routes menant vers ce jour. Tandis qu'Ellie place ses premières pièces sur l'échiquier dans la capitale de Utia utilisant les cosmétiques pour entrer dans la société noble et transformant discrètement les intérêts de l'Empire en armure la protégeant, Aldoria commence à payer le prix d'avoir chassé la femme qui maintenait autrefois la quasi-totalité du pays en fonctionnement. Dans le jardin du palais, Fried enlace encore Sylvia parmi les roses rouges et déclare qu'aucune fleur ne peut rivaliser avec sa beauté. Tandis que les deux échangent des compliments dramatiques d'un embarras consommé, le roi Blas est assis enseveli sous des piles de documents, se demandant comment tout est devenu un tel désastre. Le fonctionnaire aux cheveux blancs en face de lui explique l'évidence, Elisabeth est partie, donc personne ne reste pour résoudre les problèmes du palais. Elle est désormais recherchée pour trahison, tandis que Sylvia Lockit a été sélectionnée comme nouvelle candidate au titre de princesse héritière. Blas est clairement insatisfait et demande pourquoi Roselia Fadgal ne peut pas la remplacer. Malheureusement, Roselia est déjà liée par des fiançailles politiques arrangées par le roi lui-même. Après avoir publiquement annulé les fiançailles d'Elisabeth et l'avoir chassée du pays, rompre un autre mariage politique détruirait le peu de confiance que la population accorde encore à la famille royale. Ce n'est que maintenant que Blas comprend que ses décisions précédentes ont fait plus que coûter à Aldoria son administratrice la plus compétente. Elles ont également supprimé presque toutes les alternatives à sa disposition. Fried reste totalement inconscient de la situation. Sur le terrain d'entraînement, il met à terre un chevalier et commence immédiatement à lui faire la leçon sur ce que signifie servir Aldoria. Le chevalier ne peut que s'incliner et s'excuser. Cependant,
Une fois que le prince héritier se retourne, les autres admettent discrètement que le combat était arrangé. L'adversaire de Fried s'est délibérément laissé perdre parce que vaincre accidentellement le prince héritier pourrait résulter en une réaffectation dans quelque forteresse lointaine à la frontière. Sans son titre pour le protéger, Fried ne survivrait pas longtemps face au chevalier qui l'humilie constamment. L'un d'eux remarque que si le prince travaillait ne serait-ce que moitié aussi dur qu'Élisabeth l'a fait autrefois, il serait peut-être devenu respectable à l'heure qu'il est. Fried surprend la comparaison. Le nom d'Élisabeth frappe immédiatement son orgueil fragile. Plutôt que de se demander pourquoi une fugitive recherchée est encore utilisée comme référence par ses propres subordonnés, il serre les dents, la traite de traître, et s'en va. Peu après, il trouve Sylvia invitée par 2 fonctionnaires du palais à commencer l'éducation requise d'une potentielle future reine. Ils ne s'attendent pas à ce qu'elle maîtrise tout immédiatement et lui demandent seulement de commencer par les bases. Sylvia refuse catégoriquement d'étudier quoi que ce soit. Fried l'assure immédiatement que si cela lui déplaît, elle n'a pas besoin d'apprendre. Sa seule responsabilité est de rester à ses côtés. Les devoirs d'une future princesse héritière ont désormais été réduits à réconforter l'héritier chaque fois que la réalité devient désagréable. En ce sens, Fried et Sylvia sont peut-être véritablement faits l'un pour l'autre. Peu de temps après, Fried et Sylvia sont assis dans un salon de réception entouré de bijoux, de pierres précieuses et de marchandises coûteuses présentées par une marchande. En faisant leurs achats, le prince héritier se plaint que tout le monde au palais ne cesse de dire que les choses seraient plus faciles si Élisabeth était encore présente. Il continue d'insister qu'Élisabeth a maltraité Sylvia et que la retirer était la bonne décision. La marchande réalise rapidement que Fried désire quelque chose de bien plus que des bijoux, une occasion de prouver qu'il est supérieur. Elle suggère qu'il obtienne un exploit militaire et restaure son autorité, puisque les gens veulent naturellement un dirigeant assez puissant pour les protéger. Quand leur conversation se tourne vers l'empire de Yutia, la femme reconnaît qu'Aldoria ne peut pas ouvertement lancer une invasion. Avant qu'elle ne puisse expliquer une alternative, la porte s'ouvre soudainement. Roselia entre portant une pile vertigineuse de documents officiels, créant un contraste saisissant avec la table de produits de luxe devant Fried. Elle remarque froidement qu'à cause des décisions stupides d'une personne, tout le monde au palais a été forcé de travailler jour et nuit tandis que le prince héritier est assis à faire du shopping avec Sylvia. Avant que Roselia puisse finir, Sylvia l'accuse d'être jalouse des fiançailles. Roselia rit simplement. Le respect ne s'obtient pas en émettant un ordre. Il doit être gagné par la capacité et la responsabilité. Elle demande ensuite directement à Fried s'il croit véritablement avoir fait quoi que ce soit digne de respect. Fried se cache furieusement derrière son titre et rejette Roselia comme n'étant rien de plus que la fille d'un duc. Elle lui rappelle immédiatement que sans cette fille de duc, il ne peut même pas gérer le pays. La maison Khadgar n'est pas une famille qui survit en s'agenouillant docilement devant le trône. Elle commande une force militaire énorme, avec plus de chevaliers que l'armée directement contrôlée par la famille royale. Fried comprend que transformer la maison Khadgar en ennemi rendrait sa future prétention au trône encore moins assurée. Malgré sa rage, il n'ose pas punir Roselia. Elle laisse tomber la pile entière de documents sur la table et explique que les tâches sont assez simples même pour Fried. Tout ce qu'il a à faire, c'est les signer. Elle lui ordonne ensuite de s'adresser à elle en tant que Khadgar, la conseillère spéciale nommée par le roi pour soutenir un successeur incompétent. Sylvia se tait, tandis que Fried ne peut produire aucune réponse. En les regardant tous les deux, Roselia se demande comment quelqu'un d'aussi médiocre que Fried a pu vaincre Élisabeth. Elle réalise bientôt qu'elle a mal compris la situation. Élisabeth n'a jamais considéré Fried comme un adversaire. Elle a simplement été forcée de porter les responsabilités de toute la famille royale jusqu'à ce que leur trahison la chasse finalement de l'ancien jeu et la pousse dans un jeu bien plus grand. Après que Roselia a exposé sa faiblesse, Fried devient encore plus déterminé à prouver qu'il n'a pas besoin de conseillère. Il prend un document concernant l'aide à l'un des États vassaux d'Aldoria et traite avec mépris ses habitants de parasites qui survivent en dépendant d'Aldoria. Il déclare qu'il révisera personnellement le programme d'aide sans l'assistance de personne. Sa décision ne repose sur aucune analyse économique, considération diplomatique ou souci pour la population. Elle est entièrement motivée par son ressentiment d'être traité comme incompétent. On ne peut pas encore confirmer que cette action a directement causé la crise qui suit, mais l'interférence imprudente de Fried dans la politique étrangère devient un maillon hautement suspect dans la chaîne. Dans la capitale de Yutia, Traître continue d'avancer rapidement. Avec le soutien de Lucas, l'entreprise a acquis un terrain dans le village de Chirona, dans le territoire Lebric. Ellie prévoit de le transformer en un centre de production entièrement intégré où les ingrédients pourront être cultivés et transformés au même endroit. Misha continue de présenter l'emploi du temps. Leur prochain rendez-vous est avec la compagnie commerciale Buren, un fabricant de rouge à lèvres dont les ventes se sont effondrées à cause de Traître. Ellie suppose qu'ils ont demandé la rencontre pour se rendre. Si Buren accepte l'autorité de Traître, elle les absorbera. S'ils continuent de résister, elle les détruira complètement. Le vicomte Napa a également invité Traître à établir une succursale dans son territoire, mais Ellie décline pour l'instant car l'entreprise doit d'abord consolider sa position dans la capitale impériale. Avant que ses plans puissent avancer, Arnaud se précipite à l'intérieur avec des nouvelles urgentes. Le royaume de Sarja, un état vassal d'Aldoria,
a déclaré la guerre à l'empire de Utia et a envahi le territoire lebrique. Sarja est une petite nation aux ressources limitées située au sud-est de l'empire. Les forêts denses et les hautes montagnes font du défilé de Broken la seule route suffisamment large pour qu'une grande armée franchisse la frontière. Immédiatement au-delà de ce passage se trouve le village de Shirona, où Traître se prépare à construire son centre de production. La guerre a donc frappé directement les intérêts commerciaux d'Eli et les personnes vivant désormais dans sa sphère de responsabilité. La forteresse de Broken est défendue par environ 5 à 600 soldats, tandis que l'armée de Sarja est estimée à 1200, peut-être 1500 au maximum. Malgré le désavantage numérique, Eli croit initialement que le terrain et les fortifications devraient permettre aux défenseurs de tenir plusieurs jours jusqu'à l'arrivée des renforts. Sarja prétend récupérer un territoire perdu 20 ans plus tôt. À cette époque, cependant, Sarja avait été incapable de défendre les villages locaux contre les monstres. Utia a envoyé des troupes pour secourir la population et a par la suite pris le contrôle de la région. Cet ancien différend est désormais utilisé comme justification pour une nouvelle guerre. Luka a déjà conduit 1800 soldats vers Broken. Avant de partir, il a envoyé une force d'avant-garde de 150 soldats, dont 50 cavaliers. Le plan initial était qu'ils tiennent le passage jusqu'à l'arrivée de l'armée principale de Lebric. Cependant, alors que la fumée et les flammes engloutissent la forteresse, un guerrier portant une armure sombre et une arme brillant d'une lumière blanche mène une unité d'élite à travers les défenses. Broken tombe en un seul jour, et la force d'avant-garde de Luka est détruite avant que son armée principale ne puisse engager un combat direct. Les attaquants mystérieux ne ressemblent pas à des soldats ordinaires de Sarja et ne correspondent à aucune compagnie de mercenaires célèbres. Personne ne sait s'ils viennent d'une région lointaine, appartiennent à une unité nouvellement formée, ou servent secrètement une autre puissance. Eli passe immédiatement de l'observation à l'action et annonce qu'elle se rendra personnellement au front. Elle ordonne à Mireille de préparer de la nourriture, des médicaments et d'autres fournitures essentielles tout en embauchant aussi des aventuriers et des mercenaires. Si même la force principale de Luka ne peut arrêter l'unité mystérieuse, toute la région frontalière sombrera dans le chaos. Sergio avertit qu'apparaître près du champ de bataille pourrait permettre à Aldoria de découvrir où elle vit actuellement. Eli refuse de reconsidérer. Ce qui la préoccupe le plus est que le roi de Sarja est connu comme un dirigeant pacifique, pas quelqu'un susceptible de commencer une guerre désespérée contre l'Empire sans raison. Elle se rend au front non seulement pour protéger Shirona, mais aussi pour enquêter personnellement sur la vérité derrière l'invasion. La lettre de Traître parvient au bureau des missions des aventuriers avec la garantie officielle de Luka. Elle demande aux participants de rejoindre une force de secours et d'aider à repousser les troupes envahissant le territoire lebrique. Comme la mission approche d'une zone de guerre active, Eli ne recrute que des aventuriers de haut rang et offre plus du double du paiement normal. L'administrateur accepte immédiatement de mobiliser les personnes les plus fortes disponibles. Sarasa emmène ensuite Misha et Luno à rencontrer la Macéré, l'une des équipes les mieux classées de la capitale. Après avoir lu les documents, Elsa réalise que sa ville natale se trouve près du conflit. Lisa confirme immédiatement qu'elle participera, et Elsa croit que les autres membres accepteront également. Leur raison de participer n'est donc pas limitée à l'argent. Elles combattent aussi pour protéger leur foyer. Au point de rassemblement, la Macéré, Point Ardent, Écaille de Croc de Dragon, ainsi que les compagnies de mercenaires Wyvern et Gandor sont déjà assemblées. Ellie se présente comme Ellie Lay, directrice de Traître, et permet à chacun de poser des questions. Elsa demande immédiatement pourquoi chaque personne a reçu l'instruction de ne porter que 2 jours de nourriture. Ellie reconnaît que l'inquiétude est raisonnable et décide de révéler une partie de son secret maintenant qu'ils sont alliés. Le grimoire Mammon apparaît dans un cercle magique violet, et Ellie retire une caisse de fourniture de son espace de stockage. Les ressources contenues à l'intérieur suffisent à nourrir environ 100 personnes pendant plusieurs mois. Les 2 jours de nourriture portés individuellement ne sont que des réserves d'urgence au cas où quelqu'un serait séparé de la force principale. Le pouvoir de Mammon résout l'intégralité du problème logistique, mais Ellie ordonne à tout le monde de garder l'existence de son artefact divin confidentiel. Pendant la marche, Marty croit encore qu'Ellie ressemble à rien de plus qu'une jeune dame fortunée. Elsa lui rappelle que tout éclaireur qui juge une cible entièrement sur l'apparence a encore beaucoup à apprendre. Lisa estime même que la capacité magique d'Ellie pourrait rivaliser avec celle d'un mage de cour. Ce n'est que l'opinion d'une aventurière, mais c'est suffisant pour que l'équipe comprenne que leur employeuse ne deviendra pas un fardeau nécessitant protection. Quand la nuit tombe, la force établit un camp à l'intérieur du territoire lebrique et creuse des tranchées défensives. Après avoir inspecté les fortifications, Ellie décide qu'elles restent insuffisantes. Elle invoque Belzébuth et lance mur de pierre, créant une position d'observation élevée autour du périmètre. Elsa réalise que la partie remarquable n'est pas simplement le sort lui-même, mais le fait qu'Ellie puisse manier un artefact divin. Elle évite délibérément de poser d'autres questions. Les aventuriers expérimentés savent qu'une curiosité excessive est parfois le chemin le plus court vers une tombe précoce. Au moment même où les défenses sont achevées, Marty revient en hâte et rapporte que des individus armés ont occupé un village voisin. Depuis un point d'observation sur une colline, elle a vu des armes dans toute la zone résidentielle, presque aucun villageois se déplaçant librement, plusieurs personnes traînées de force, et des taches de sang entre les maisons.
Elle estime à environ 10 ennemis, bien que ce nombre n'inclue que ceux visibles à distance. Ellie demande immédiatement si des soldats de Sarja en sont responsables. Attaquer des civils viole les lois de la guerre et contredit la réputation pacifique du roi de Sarja. Elle envisage donc la possibilité que l'unité agisse de manière indépendante. Elsa pense que c'est actuellement l'explication la plus probable, mais personne ne dispose de suffisamment de preuves pour déterminer si les occupants sont des troupes régulières de Sarja, des déserteurs, des mercenaires, ou une autre faction portant délibérément les couleurs de l'ennemi. Mireille demande ce qu'elles vont faire ensuite. Ellie ne perd pas de temps à débattre. Les fournitures de secours peuvent être légèrement retardées, et l'enquête peut continuer après. Les gens qui sont traînés de force n'ont peut-être pas assez de temps pour attendre. Elle ordonne immédiatement à toute la force de se préparer à l'action. Ellie n'envoie pas l'intégralité de ses forces chargées directement dans le village récemment occupé. Elle sélectionne uniquement Elsa et un petit groupe pour avancer, tandis que le reste continue de construire le camp et de sécuriser l'arrière. Certains volontaires estiment qu'il serait plus efficace de concentrer leurs effectifs pour en finir rapidement avec le combat, mais Ellie rejette cette idée. Si tout le monde abandonne un camp inachevé, il risque de ne sauver un endroit qu'en exposant un autre. Le groupe attend donc la tombée de la nuit avant de s'approcher discrètement de la localité. Sous le couvert de l'obscurité, Mireille et les autres capturent rapidement un soldat qui s'est retrouvé séparé de son unité. Ellie l'interroge immédiatement, et sa confession change la direction de l'enquête. Il affirme ne pas être originaire de Sarja, mais de Aldoria. Il s'est engagé parce qu'on lui avait promis de l'argent. Au départ, son unité avait seulement été informée qu'elle participerait à un exercice près de la frontière, mais de véritables combats ont soudainement éclaté et ils ont été entraînés directement dans le conflit. Dès qu'Ellie entend le nom de Aldoria, elle pense naturellement à Fried. Malgré cela, elle ne considère pas la parole d'un seul prisonnier comme une preuve que le prince héritier a personnellement ordonné la guerre. La seule chose désormais certaine, c'est que des soldats de son ancienne patrie sont apparus là où ils n'auraient jamais dû se trouver. Ellie se souvient très bien de Sarja. C'est un petit royaume à la capacité limitée de produire suffisamment de nourriture et de ressources pour lui-même, et qui dépend depuis longtemps de l'aide de Aldoria, en particulier pour le sel. Autrefois, c'était Elisabeth qui gérait l'essentiel de la paperasse liée à cette aide, tandis que Fried se contentait de signer les documents qu'on lui présentait. Après son départ, cependant, l'héritier incompétent a enfin eu l'occasion d'intervenir lui-même dans la politique. Si l'aide essentielle avait été restreinte, Sarja aurait pu être poussé dans une situation extrêmement désespérée. Combinée à la réputation déclinante de Fried à l'intérieur de Aldoria, Ellie commence à soupçonner que le prince héritier pourrait être plus profondément lié au conflit que ce qui a été révélé jusqu'ici. Le soldat capturé révèle également que plusieurs hommes du village ont résisté, que des civils ont été forcés à rester dans leur maison, et que leurs actions leur avaient été transmises comme des ordres émis au nom du prince héritier. Même ainsi, Ellie ne traite ce témoignage que comme une piste. Si elle veut tenir Aldoria pour responsable, elle a encore besoin de preuves suffisamment solides pour résister à un examen diplomatique et légal. Si l'on confirme que des soldats d'une nation ont délibérément nui à des civils en territoire impérial, cela ne sera plus un simple différend frontalier. Après que le soldat révèle que son commandant occupe la maison du chef du village avec plusieurs subordonnés, Ellie conduit immédiatement son groupe. Le prisonnier demande à les accompagner, prétendant vouloir une occasion de se racheter, mais Ellie refuse d'accepter l'idée que quelques mots de regret puissent effacer ce qui s'est déjà produit. À l'intérieur de la maison du chef du village, le commandant menace la famille. Un vieil homme tente de protéger sa petite fille mais est complètement dépassé. Ellie arrive à temps, tandis qu'Elsa et Mireille maîtrisent rapidement les soldats restants. Une fois les villageois en sécurité, Ellie tourne immédiatement l'interrogatoire vers Brocken. Le commandant, terrifié, demande si tout avoué lui vaudra de la clémence. Ellie lui répond que sa seule préoccupation devrait être de donner des réponses exactes s'il veut que l'interrogatoire reste civil. Par la suite, les soldats capturés doivent encore faire face aux villageois dont les familles ont souffert à cause d'eux. Ellie ne décide pas de cette dette à la place des personnes qui en ont subi les conséquences. Elle laisse les villageois déterminer comment ils traiteront les responsables. 2 jours plus tard, les forces d'Ellie établissent le contact avec l'armée de Lebris. Un officier nommé Igolo arrive avec un rapport de situation. Les troupes de Lucas ont installé leur camp sur la plaine méridionale et avancent vers Brocken tout en libérant les localités tombées sous contrôle ennemi. Ellie partage ouvertement son soupçon que Fried pourrait être impliqué dans le conflit. Lebris a déjà envoyé une protestation officielle à Aldoria, mais tout le monde comprend le même point crucial, ils peuvent fortement soupçonner le prince héritier, aussi stupide que dangereux, mais sans preuve directe. Aldoria peut nier toute responsabilité et tout mettre sur le compte de Sarja ou de forces prétendument agissant sans autorisation. Pour l'instant, l'armée de Lebris va poursuivre son opération militaire, avancer vers l'est, libérer les villages en chemin et reprendre la forteresse de Brocken. Ellie décide que sa force de volontaires les rejoindra et demande à Igolo de dire à Lucas qu'elle le retrouvera au front. Pendant qu'Ellie reste sur le champ de bataille, Traître doit continuer de fonctionner dans la capitale. Lunoa et les personnes restées sur place continuent d'inspecter les marchandises et de gérer les opérations quotidiennes de la compagnie. De mauvaises nouvelles arrivent, la plupart des fournitures que Traître avait envoyées vers la zone de secours ont été saisies par les forces de Sarja. Plutôt que de paniquer,
l'UNOA se contente de dire à tout le monde de maintenir la compagnie en activité jusqu'au retour d'Eli. L'arrière-ligne ne porte peut-être pas d'épée, mais si la compagnie commerciale s'effondre, la ligne de front ne pourra pas non plus se soutenir longtemps. Lorsqu'Eli atteint le camp militaire principal, Lucas l'accueille personnellement et l'interroge sur le village occupé. Elle explique que la plupart des fournitures ont été confisquées, mais que par chance, aucun civil n'a été tué. Lucas est visiblement soulagé, car les pertes matérielles peuvent être remplacées alors que les vies humaines ne le peuvent pas. Ellie précise clairement que le responsable devra tout de même répondre de ses actes. Lucas invite des représentants de la force de volontaires à la réunion opérationnelle. Les éclaireurs confirment que Brocken se trouve juste devant eux et que son système défensif reste extrêmement solide. Un assaut direct de l'armée principale causerait de lourdes pertes, si bien que le plan change pour une infiltration limitée menée par des personnes capables de percer elles-mêmes les défenses. L'opération se déroulera sur 2 axes. Lucas et Dreg attaqueront depuis le sud, où sont concentrées la plupart des troupes régulières de Sarja, tandis qu'Ellie et Elsa s'infiltreront depuis le nord, où les éclaireurs ont identifié une unité de mercenaires d'élite. Les renseignements rapportent également que Aldoria a envoyé des renforts et que Fried est personnellement apparu sur le champ de bataille, accompagné de membres de la garde royale. Ellie choisit délibérément la route du nord, car c'est là que l'opposition la plus dangereuse est susceptible d'apparaître. Elle possède une magie puissante à grande portée, tandis qu'Elsa est l'une des aventurières les mieux classées de la capitale et manie un artefact divin. Même si elles ne peuvent pas remporter une victoire nette, les deux devraient tout de même être capables de battre en retraite. Lucas accepte le plan mais leur ordonne de privilégier la survie et de ne pas se pousser au-delà du raisonnable. Ellie accepte, puis place Mireille au commandement de ceux qui restent au camp. À la tombée du jour, Ellie et Elsa observent déjà les lumières en contrebas depuis un point élevé. Avant de se séparer, elles s'accordent sur une règle: pendant l'infiltration, quiconque participe activement au combat doit être neutralisé rapidement, mais les villageois et les civils non armés doivent être protégés. Certains d'entre eux pourraient simplement être des gens pris au piège au milieu du champ de bataille. L'obscurité dissimule leurs mouvements, et le raid commence. Ellie s'infiltre d'abord dans la zone contenant les prisonniers. Elle voit immédiatement des civils se tenant dangereusement près de soldats armés, y compris des adultes tenant de jeunes enfants. Une magie puissante pourrait facilement blesser des innocents, aussi réduit-elle délibérément sa puissance et utilise-t-elle pluie de glace et balles de glace pour neutraliser des positions individuelles. Les alarmes se propagent rapidement dans toute la zone. L'ennemi forme immédiatement des lignes de boucliers et établit une formation défensive. Il suffit d'un coup d'œil à Ellie pour reconnaître qu'il ne s'agit pas d'hommes armés au hasard. Leur discipline de bouclier et leur réponse face à une mage sont toutes deux raisonnablement professionnelles. Pourtant, cette observation confirme également autre chose. Même si ces soldats sont entraînés, ils ne sont toujours pas assez forts pour expliquer comment la forteresse de Brocken est tombée si rapidement. La véritable force qu'Ellie recherche doit se trouver ailleurs. Une fois les civils hors de la ligne de tir direct, Ellie augmente l'ampleur de sa magie. Une formation s'ouvre sous ses pieds tandis que le givre se répand sur le sol. Le souffle du blizzard de Fenrir s'abat directement sur la ligne de bouclier, brisant la formation de ceux qui tentent encore de tenir leur position. Ellie enchaîne avec terre gelée, immobilisant de nombreux soldats et les empêchant de bouger. Grâce au genre de contrôle du champ de bataille dans lequel elle excelle, elle démantèle la ligne défensive en peu de temps. Un soldat effrayé la traite de sorcière. Ellie est plus offensée par le manque de manière que par l'accusation elle-même, mais elle tourne aussitôt son attention vers la direction d'Elsa. L'éruption de puissance magique venant de l'autre côté lui indique que sa compagne a rencontré quelque chose de suffisamment sérieux pour exiger une force réelle. Elsa fait face à un tout autre genre d'ennemi. Un grand guerrier charge vers elle, mais elle lit ses mouvements et le repousse sans grande difficulté. Immédiatement après, cependant, des combattants vêtus de sombre se déploient en encerclement. Leur objectif est de forcer Elsa à réagir constamment jusqu'à l'épuiser. Elle réalise rapidement que le commandant ennemi s'est véritablement exploité un avantage numérique. L'encerclement continue de se resserrer, et Elsa comprend que si elle continue à combattre selon le rythme imposé par l'ennemi, elle finira par être submergée. Elle active immédiatement l'artefact divin Spada della Fenice. Une énergie rouge-orangée jaillit autour de son corps et de son arme, augmentant considérablement ses capacités physiques et changeant complètement le rythme du combat. Ellie sent la puissance magique d'Elsa et comprend aussitôt que la véritable cible doit se trouver dans cette direction. Le commandant ennemi reconnaît également l'artefact divin mais ne se retire pas immédiatement. Il croit que sa supériorité numérique peut encore compenser la différence de force individuelle, si bien que la formation continue de presser vers l'intérieur. Le problème, c'est qu'Elsa est désormais assez puissante pour briser leur rythme. Une attaque après l'autre est repoussée, des brèches commencent à apparaître dans la formation, et c'est exactement à ce moment qu'Ellie arrive pour la soutenir. L'équilibre du combat bascule immédiatement. Affronter un utilisateur d'artefacts divins était déjà suffisamment difficile. Maintenant, Ellie est arrivée avec Beelzebub également. Le commandant refuse de transformer une bataille perdue en un dernier combat inutile. Il réévalue la situation et ordonne à son unité de changer de formation et de se retirer. Ellie dit à Elsa de bloquer leur voie d'échappement pendant qu'elle-même se rapproche personnellement du commandant. Pendant leur échange, elle remarque l'arme dans sa main. Ce n'est pas une épée ordinaire mais l'arme magique Flugel. D'après ce qu'Ellie en sait, Flugel est capable de trancher le mithril,
bien que sa construction la rende relativement fragile. Plus important encore, les armes de ce type étaient autrefois entreposées dans le trésor d'une nation. Ce détail transforme l'épée en indice majeur. Une unité militaire non identifiée porte un objet associé à des ressources de niveau étatique. Le commandant est choqué qu'Ellie en sache autant sur Flugel et exige de savoir qui elle est réellement. Ellie répond calmement qu'elle n'est qu'une marchande. Cette réponse inoffensive ne lui apporte aucune information utile, et il n'a plus de temps pour enquêter. Sa priorité est de s'échapper. Au moment même où Ellie et Elsa s'apprêtent à fermer la voie restante, le commandant lance une bombe éclair qui inonde la zone de lumière blanche. Le bref instant d'ouverture suffit à activer un parchemin magique, permettant au groupe ennemi de quitter les lieux. Ellie reconnaît le mécanisme d'évasion mais ne peut l'arrêter à temps. L'unité d'élite la plus importante s'est échappée, et le commandant portant Flugel n'a pas été capturé. Leurs véritables origines demeurent donc inconnues. Militairement, cependant, le front nord a perdu la seule force capable de retarder sérieusement l'avancée. Peu après, la victoire est confirmée. L'armée de Lucas reprend la forteresse de Broken et chasse les forces de Sarja de la région. L'objectif immédiat a été atteint, mais le problème le plus difficile ne fait que commencer. Du point de vue de l'Empire Utia, ses sujets vivent sous la protection de l'empereur. Une nation étrangère ne peut pas envahir le territoire impérial, nuire à des civils, saisir des biens, puis s'attendre à ce que l'affaire s'arrête simplement parce que ses troupes se retirent. Dans des circonstances normales, l'Empire pourrait exiger des excuses et une compensation par la voie diplomatique. Le problème, c'est que Utia n'entretient aucune relation diplomatique directe avec Sarja. En même temps, les preuves reliant Aldoria au conflit restent insuffisantes pour déterminer qui a donné les ordres ou qui se trouvait derrière la mystérieuse unité d'Ellie. Ellie fait remarquer que s'il se contente d'attendre le long échange de documents officiels, quiconque est impliqué aura amplement le temps d'effacer les traces qui pourraient être utilisées contre lui. Ce n'est là que son évaluation, pas une preuve que Aldoria a déjà détruit des preuves. Lucas convient néanmoins que l'enquête ne peut pas rester bloquée. Il commence à préparer une réponse plus ferme, avancer en territoire de Sarja lui-même et forcer ses dirigeants à répondre directement. Avant que l'ordre puisse être donné, cependant, un officier se précipite dans la salle de stratégie avec une nouvelle qui change complètement la situation. L'armée de Sarja a hissé le drapeau blanc et demandé formellement à se rendre. Ce qui attire encore plus l'attention d'Ellie, c'est l'homme qui accompagne la délégation de reddition. Il se présente sous le nom de Robert Arty. Dès qu'elle entend ce nom, Ellie le reconnaît. C'est un garde royal au service du prince héritier Fried. Sa présence ne suffit toujours pas à prouver que Fried a ordonné à Sarja d'envahir, ni qu'elle prouve que Aldoria contrôlait la mystérieuse unité de mercenaires ou fournissait le Flugel. Mais un membre de la propre garde royale de Fried apparaissant aux côtés des forces de Sarja en train de se rendre constitue désormais un lien concret qu'on ne peut plus ignorer. Robert Arty est le même homme qui, autrefois, avait plaqué Elisabeth au sol par les épaules devant toute la salle du trône, lors du scandale de l'annulation. Une vieille dette vient pratiquement frapper à sa porte. Elle demande donc à lui parler directement. Robert ne fuit pas le sujet. Il confirme que c'est Freda qui a poussé Sarius à déclencher la guerre, uniquement parce que le prince héritier voulait désespérément un exploit militaire pour restaurer sa réputation ternie. Pire encore, Freda a autorisé ses soldats à piller les villages impériaux, simplement pour humilier l'ennemi. En entendant cela, Elisabeth se convainc davantage qu'un plan aussi stupide et vicieux ne pouvait venir que de son ancien fiancé. Robert déclare qu'il a juré, en tant que chevalier, de protéger son pays. Mais plus Freda s'enfonçait, plus il lui était difficile de continuer à faire semblant de ne rien voir. La loyauté cesse d'être une vertu lorsqu'elle devient une excuse pour le mal. À ce stade, celui qui tient l'épée n'est guère mieux qu'un complice. Son témoignage transforme les soupçons d'Elisabeth en une déclaration directe provenant de quelqu'un de l'entourage même de Freda. Pourtant, Elisabeth sait que le témoignage est une chose. Des preuves physiques assez solides pour traîner Horia sur la table diplomatique en sont une autre. Lucas décide tout de même d'avancer vers Saris, mais il veut minimiser les pertes. Robert accepte de coopérer et fournit tout ce qu'il sait, permettant aux forces d'Utia et aux volontaires embauchés par Elisabeth de progresser plus profondément dans le réseau défensif de Saris avec relativement peu de pertes. Robert comprend qu'en agissant ainsi, il trahit le seigneur auquel il avait autrefois juré fidélité. Elisabeth lui dit qu'un véritable vassal loyal n'est pas celui qui acquiesce à chaque ordre. Si celui que l'on sert s'engage sur le mauvais chemin, le devoir est de l'arrêter, même si le prix à payer est son propre honneur. Ces paroles frappent directement les convictions de Robert. Pour la première fois, il peut interpréter son retournement contre Freda comme l'acte d'un chevalier plutôt que comme une simple trahison lâche. Tandis que son ancien subordonné tente de sauver ce qui reste de son honneur, Freda, à l'intérieur de sa race, continue d'agir dans la pure illusion. Il se prélasse confortablement et se plaint que le royaume tout entier est inutile pour n'avoir pas su tenir une forteresse contre un simple noble frontalier de l'Empire. Il se vante que ses propres troupes sont déjà proches et qu'il va personnellement anéantir l'ennemi. Malheureusement, cette confiance ne dure que jusqu'à l'arrivée de la nouvelle. L'unité de Robert est devenue silencieuse. Leur dernier rapport laisse penser qu'ils ont peut-être été vaincus par les forces de Shin. Freda change immédiatement de direction.
Après plusieurs phrases d'excuses et de raisonnements circulaires, sa conclusion se résume à une seule chose, il rentre chez lui. Quand les choses vont bien, personne ne se vante plus fort. Dès que le plan s'effondre, le prince héritier évacue plus vite que quiconque. Grint ne peut plus supporter autant d'impudence. Il rappelle à Freda que c'est lui qui a poussé Sarius à la guerre et ordonné le pillage des civils impériaux. Pourtant, maintenant que tout s'est effondré, il compte rentrer tranquillement à Ashdoria comme s'il s'était simplement arrêté pour regarder une fête. Freda n'accepte aucune responsabilité. Au contraire, il saisit Grint par le col et avertit Sarys de ne jamais mentionner son nom ni l'implication de Ashdoria. Il menace même que, s'ils le font, le royaume qui se trouve derrière lui sera parfaitement prêt à répondre par la force militaire. Alors qu'il marche vers la capitale, Robert s'approche d'Elisabeth et s'excuse pour ce qui s'est passé un an plus tôt. Il admet qu'il a été un parfait imbécile d'avoir cru Freda et Sylvia sans vérifier la vérité, puis d'avoir personnellement retenu Elisabeth au milieu d'un banquet royal. De ses propres mains, il a contribué à transformer en criminelle la femme qui avait porté tout un royaume sur ses épaules. Elisabeth se contente de sourire et répond que tout cela appartient au passé. Elle reconnaît qu'elle aussi a échoué à cause de Freda, mais affirme qu'elle est désormais parfaitement satisfaite de sa vie de marchande dans l'Empire. Robert se détend visiblement. Il suppose que cela signifie qu'il a été pardonné. Pourtant, Elisabeth n'a jamais réellement prononcé ces mots. Robert a simplement entendu ce qu'il voulait entendre et a complété le reste lui-même. De retour au palais royal de Sarras, le roi Xandre a déjà appris que Freda a fui vers Adora plusieurs jours plus tôt. L'homme qui a allumé le feu s'est échappé, tandis que Sarras a été laissé à brûler. Xandre ne cherche pas à rejeter toute la responsabilité sur Adora. Même s'ils ont été manipulés, Sarys reste le pays qui a formellement déclenché la guerre. Des civils impériaux sont morts, et la reddition ne peut effacer cette dette. Xander décide donc de lever le drapeau blanc, d'expliquer ce qui s'est passé et de demander à Uthia une voix pour mettre fin au conflit. Il a également préparé la dernière partie de cette décision pour lui-même. La reine, Melty et Lanessa ont déjà été éloignés de la capitale. Xandra regarde Grint et se qualifie de roi raté qui a conduit son pays au bord de la ruine. Grint proteste immédiatement et tente de prendre une part de la faute, mais Xandra affirme qu'un roi qui échoue doit tout de même accomplir sa responsabilité finale. Il demande à son fils de lui pardonner de lui laisser le royaume entier sur les épaules, puis enfonce une lame dans son propre corps devant lui. Le sang éclabousse le fils, qui vient d'être contraint de devenir le prochain pilier de Sarys. Quelle que soit la chaîne d'erreurs qui a déclenché cette guerre, elle s'achève ici, avec un père qui se donne la mort devant son enfant dans l'espoir d'offrir à son peuple une chance de survivre. Grint s'effondre en larmes, mais il n'a pas le luxe de s'effondrer longtemps. Il exécute immédiatement le dernier ordre de son père. Un drapeau blanc s'élève au-dessus du château, et Sarjas demande formellement des négociations. Peu après, Grint arrive en personne au camp de commandement du thé. Dès qu'il voit Elisabeth, il faillit l'appeler par son ancien nom avant de se forcer à revenir à la négociation. Grint annonce la reddition inconditionnelle de Sarjas. Lucas accepte la reddition, mais précise clairement que les morts méritent encore une réponse. L'un des serviteurs de Grint dépose une boîte sur la table. À l'intérieur, se trouvent les restes de Xandra. Grint confirme que le 9e roi de Sargé s'est donné la mort pour expier la guerre, et que Grint lui a succédé en tant que 10e roi. Grint est même prêt à offrir sa propre vie si la mort de son père est encore jugée insuffisante. Sa seule requête est qu'Uthia épargne les civils de Sarjas. Lucas accepte de ne pas punir la population générale, et laisse le sort final de Grint à la cour impériale. Elisabeth pose alors la question qui lui importe le plus. Quelle preuve existe démontrant que Freda se trouvait réellement derrière la guerre? Grint confirme que tous les ordres écrits émis par le prince héritier d'Oria sont encore conservés à l'intérieur du château royal. S'il récupère ces documents, la situation ne se réduira plus à un témoignage face à un déni. Mais juste au moment où les preuves semblent enfin à portée de main, la capitale de Sarjas s'embrase soudainement. À l'extérieur de la ville, une unité de mercenaires mystérieuses observe les flammes se propager dans le quartier des archives. Un membre remarque ouvertement que l'incendie effacera les preuves contre l'idiot de prince héritier d'Aldoria. Un subordonné demande s'ils doivent revenir pour s'assurer que le travail est terminé, mais le commandant refuse. Leur mission consistait uniquement à détruire les documents si possible. Il n'y a aucune raison de prendre des risques supplémentaires. Il ordonne au lieutenant Connor de diviser l'unité en groupes plus petits et de se retirer par plusieurs routes différentes. Un document partiellement brûlé portant un sceau officiel reste visible parmi les flammes, rendant une chose claire. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un est venu ici délibérément pour effacer des preuves. Lorsque Elisabeth, Lucas et Grint atteignent les archives, il ne reste presque plus rien, sauf des étagères noircies et des cendres. Grint explique que Sarras avait précédemment engagé un groupe de mercenaires extrêmement compétents, mais même lui n'a jamais su à quelle organisation ils appartenaient. Les traces magiques laissées sur les lieux correspondent à cette même unité. Grint ordonne immédiatement une poursuite.
Lucas soulève la possibilité qu'il s'agisse d'agents cachés d'Oria, mais Elisabeth refuse de tirer cette conclusion trop vite. Elle a autrefois vécu au cœur même du pouvoir politique d'Ashdoria, et n'a jamais entendu parler d'une telle unité. Sur le plan militaire, la mission est terminée. Saris s'est rendu, et la force de volontaires engagée par Thra se prépare à se disperser. Quelques membres s'intéressent à ce qu'Elisabeth compte faire ensuite. Mais dès qu'elle leur rappelle nonchalamment qu'une curiosité excessive n'est pas particulièrement saine pour l'espérance de vie, tout le monde découvre soudain la valeur de s'occuper de ses propres affaires. De retour au quartier général de Trétra, l'oiseau messager d'Elisabeth revient également. Arnel lit la lettre devant Lenoa et Miessa. Elle dit simplement que l'ennemi s'est rendu. Le groupe principal rentre et Elisabeth a une petite affaire personnelle à régler, elle arrivera donc un peu plus tard. Lenoa rayonne de soulagement en apprenant que la présidente est saine et sauve, complètement inconsciente que les mots « affaires personnelles », qui semblent aussi inoffensifs qu'un arrêt au marché, mènent directement à la partie la plus sombre de tout le voyage. Elisabeth informe Robert que lui et les soldats aldoriens ne prendront pas la route principale vers la capitale impériale. Cet itinéraire traverse directement des villages dévastés par la guerre. Les habitants y ont perdu leurs maisons et des membres de leur famille, et ils savent déjà que des soldats aldoriens étaient impliqués. Faire marcher toute une colonne à travers ces villages en portant exactement la même armure et s'attendre à ce que tout le monde reste calme serait d'un optimisme démesuré. Elisabeth propose donc de prendre un itinéraire de montagne à la place. Ce sera plus lent et plus difficile, mais cela évite les zones peuplées. Robert la remercie même d'être si prévenante. Cette nuit-là, le groupe établit son camp au fond d'une région rocheuse isolée. Les soldats auriens sont assis, épuisés, autour des feux. Demain, ils s'attendent à atteindre la capitale impériale, et pour autant qu'ils soient concernés, la guerre est déjà terminée. Robert s'approche une fois de plus d'Elisabeth et la remercie de l'avoir pardonné et de lui avoir donné une chance de se racheter. Cette fois, le doux sourire disparaît de son visage. Elisabeth le regarde droit dans les yeux, et corrige exactement une chose. Elle n'a jamais dit qu'elle pardonnait Robert. Il évoque immédiatement ses paroles antérieures sur le fait que tout appartenait au passé. Elisabeth répond calmement que le fait qu'une chose appartienne au passé signifie simplement qu'elle s'est déjà produite. Cela ne signifie pas qu'elle a disparu. Robert n'a pas enquêté. Il a cru Freda et Sylvia. Il a plaqué Elisabeth comme une criminelle devant des centaines de personnes et a contribué à la chasser de sa propre patrie. Rien de ce qu'il fera à partir de maintenant ne pourra effacer ses actes. Elisabeth lui dit directement qu'elle le hait au point de vouloir le voir mort. Ce n'est qu'alors que Robert comprend que la bienveillance qu'il croyait avoir vue était quelque chose qu'il s'était inventé lui-même. La femme qui se tient devant lui n'est plus l'Elisabeth qui aurait tout enduré pour Aldoria. Elisabeth demande si Robert se souvient encore de son artefact divin. Il croit qu'il s'agissait du grimoire de la sagesse. Elle lui dit que ce nom était un mensonge. Son véritable artefact divin est les 7 grands grimoires, qui lui permettent de créer 7 livres distincts aux capacités entièrement différentes. Beelzébub, celui que Robert connaissait, n'en était qu'un seul. Elisabeth ouvre alors le 2e livre, Belphégor, un grimoire qui lui permet de former des contrats avec des créatures magiques. La dernière fois, il avait invoqué un inoffensif oiseau messager. Cette fois, l'offrande est une pierre magique, et ce qui remport du royaume démoniaque n'a aucune intention de livrer du courrier. Un slime primordial émerge au centre du camp. La masse rouge sombre s'étend immédiatement vers l'extérieur en d'innombrables branches semblables à des tentacules. Les soldats comprennent à peine ce qui se passe avant d'être saisis et entraînés. Leurs corps sont engloutis et dissous alors qu'ils sont encore en vie. Les cris déchirent tout le camp. Des hommes qui croyaient rentrer auprès de leur famille le lendemain disparaissent les uns après les autres sous les yeux de Robert. Ce n'est pas une bataille. Ils n'ont jamais attaqué Elisabeth, et on ne leur donne aucune véritable possibilité de résister. Elle les tue délibérément pour une seule raison, transformer leur mort en châtiment pour quelqu'un d'autre. Robert hurle que ces hommes sont innocents. Elisabeth est d'accord sans hésitation. Oui, ils le sont, il n'y a aucune justification plus profonde. Ces soldats meurent simplement parce qu'ils ont suivi Robert. S'ils n'avaient pas été là, ils auraient peut-être rentré chez eux après la fin de la guerre. Au lieu de cela, parce qu'ils ont choisi de suivre un homme qui tirait fierté de se dire noble chevalier, ils ont été entraînés dans son châtiment personnel. Elisabeth les appelle de pitoyables victimes prises dans le jeu égoïste de Robert qui prétendait être un chevalier. Puis elle retourne ses propres idéaux contre lui. Un vrai chevalier devrait arrêter son seigneur lorsque celui-ci s'engage sur le mauvais chemin. Alors, Robert a-t-il arrêté Freda? Non, il a échoué. Au final, il a trahi l'homme même auquel il avait juré fidélité, et maintenant il ne peut même plus protéger les subordonnés qui lui faisaient confiance. Chaque phrase qu'Elisabeth prononce déchire quelque chose que Robert utilisait pour se définir. La loyauté, l'honneur, la responsabilité, l'image du noble chevalier qu'il s'était construite dans son esprit. Furieux, Robert active son artefact divin, la crête du chevalier.
Une énorme arme lumineuse se manifeste tandis qu'il charge droit sur Elisabeth. L'écart entre eux est cependant bien trop grand pour appeler cela un véritable combat. C'est simplement un déséquilibre. Elisabeth esquive son attaque, contre-attaque, et terrasse Robert presque immédiatement. Plus le nom de crête du chevalier avait paru grandiose auparavant, plus il sonne maintenant d'une ironie amère. Son honneur n'a sauvé personne, et maintenant sa force ne peut même plus se sauver lui-même. Elisabeth ne le tue pas. La mort serait bien trop rapide et bien trop gaspillée. À la place, elle ouvre un autre grimoire, Asmodée. C'est une capacité qu'elle évite d'utiliser à la légère, car elle exige trop de conditions spécifiques. Mais une fois ces conditions réunies, elle peut réécrire les souvenirs et implanter des suggestions extrêmement puissantes dans la cible. Robert vient de regarder mourir tous les subordonnés sous son commandement. Sa foi en lui-même a été brisée, et son esprit est tombé exactement dans l'état dont Elisabeth a besoin. Le poisson est déjà sur la planche à découper. Les ténèbres d'Asmodée commencent à recouvrir sa tête. Robert panique et la supplie d'arrêter, mais il est bien trop tard pour commencer à avoir peur maintenant. Elisabeth a préparé à la fois le couteau et la planche bien avant cette nuit. Elle dit à Robert qu'elle a un rôle très spécial qui l'attend. Il deviendra la cloche qui annoncera à Aldoria que sa vengeance a officiellement commencé.